Évidemment, il y a quelque chose de saugrenu, peut-être même d'anachronique à vous parler de la loi de règlement de l'année 2019, tant les choses ont changé. Je donnerai quelques mots d'ailleurs et quelques chiffres pour montrer à quel point les températures ambiantes ont changé entre 2019 et 2020. Mais il nous semble cependant, d'abord parce que vous l'avez souhaité, Monsieur le Président, auditionné, mais parce que le Sénat comme l'Assemblée auront à débattre puis à voter, nous l'espérons, la loi de règlement. Il nous semble cependant que cet exercice est tout à fait nécessaire, tant pour le contrôle bien sûr de l'action gouvernementale, mais aussi peut-être pour enrichir notre réflexion pour l'avenir. Pourquoi les choses sont si différentes par rapport à 2019? Je vais prendre deux exemples. L'activité partielle, le chômage partiel, dans l'année 2019, c'était à peu près 100 millions d'euros, un petit peu moins. Aujourd'hui, nous atteignons 26 milliards d'euros de dépenses publiques et seulement au 5e mois de l'année 2020. On voit bien qu'on n'est pas du tout dans la même température de l'eau, si j'ose dire. Les recettes fiscales, vous aurez constaté que la Cour des comptes elle-même voit que nous sommes passés à 281,3 milliards de recettes, c'est-à-dire 8 milliards de recettes de plus que ce que nous avions escompté, y compris dans la dernière rectification de finances prévision. On a eu 2 milliards de plus d'impôts sur les sociétés, 1,3 milliard de recettes de plus sur l'impôt sur le revenu. L'IFI et le PFU ont rapporté à peu près 3 milliards supplémentaires. Et donc, nous avions pu constater en 2019 8 milliards de plus de recettes, ce qui n'était pas si mal et qui est sans doute le fait du meilleur recouvrement de l'impôt, de la lutte contre la fraude, mais aussi du dynamisme économique. Alors que nous constatons au bout du 5e mois de l'année 2020 que nous sommes, et dans le PLFR2, entre-temps peut-être que les choses ont encore un peu changé, ce n'est pas les derniers chiffres, à 43 milliards de recettes en moins par rapport à la LFI votée voilà quelques mois. Donc d'une part, 8 milliards de recettes en plus sur une année, d'autre part, 43 milliards de recettes en moins dans les 5 premiers mois. Comme le chômage partiel, on voit bien que les choses sont très différentes et sont difficilement comparables. Cependant, je voudrais d'abord revenir sur cet exercice 2019 pour souligner, et c'est le rôle, je crois, du ministre des Comptes publics de le faire, mais la Cour des comptes l'a souligné elle-même, d'abord que nous avons assaini les comptes publics si nous prenons les 3 derniers exercices budgétaires et nous commençons à avoir un recul nécessaire, et cet exercice budgétaire s'arrêtant effectivement au 31 décembre de l'année 2019. Lorsque je suis arrivé en responsabilité sous l'autorité du Premier ministre et du Président de la République, la Cour des comptes avait évoqué un déficit de 3,4% au mois de mai 2017. Je rappelle qu'il était de 2,9% à la fin de l'exercice 2017, après des mesures qui nous ont parfois été reprochées d'économie, 2,3% en 2018 et donc 2,1% en 2019, avec l'effet one-off CICE à 3%. Je rappelle que ce chiffre de 3% est très largement en deçà de ce que nous avions évoqué et de ce que le Sénat, enfin même le rapporteur général, pardon de le dire, avait également évoqué en disant que nous n'arrivions pas à le tenir, d'autant qu'il fallait bien constater à la fois un relatif ralentissement de la croissance, qui a été constaté partout en Europe et notamment en France, même si c'était moins fort qu'ailleurs, et surtout que cette année 2019 a été marquée par le fait que le ministre des Comptes publics et donc votre commission a eu à connaître d'un budget voté, modifié les semaines suivantes suite aux revendications notamment des Gilets jaunes et aux annonces faites par le président de la République au lendemain du grand débat. Et malgré ces milliards d'euros de recettes en moins ou de dépenses en plus supplémentaires, nous avons tenu les comptes sans budget rectificatif, en tenant le milliard d'euros d'économie d'ailleurs constaté et en ayant obtenu 2,1% donc du déficit en 2019. Il aura donc baissé de 1,3 points en 3 exercices budgétaires. Nous avons aussi fait de la lutte contre la fraude fiscale et le meilleur recouvrement de l'impôt des objectifs qui nous ont permis de constater ces meilleures recettes, puisque je rappelle que si les recettes ont augmenté, les taux d'impôt, eux, ont diminué. C'est le cas de la taxe d'habitation, c'est le cas bien sûr de l'impôt sur les sociétés, c'est le cas de la réforme de la fiscalité du patrimoine. Et cette lutte contre la fraude fiscale, on a déjà eu l'occasion de le dire, d'ailleurs très inspirée par les travaux du Sénat, et je le remercie et je crois que nous travaillons bien ensemble sur ces questions de façon d'un consensus politique assez affirmé et qu'il faudra continuer bien sûr à le faire, mais également par le meilleur recouvrement de l'impôt. C'est notamment le cas de l'impôt à la source, puisque 1,3 milliard de recettes supplémentaires est notamment dû au meilleur recouvrement de l'impôt sur le revenu. La Cour des comptes a salué elle-même la sincérité et la qualité des comptes présentés par l'État, même si elle a pu, et nous pouvons que nous associer, en tout cas le ministère des Comptes publics ne peut que s'associer à la Cour des comptes, évoquer la complexité de notre fiscalité et de nos comptes,
par des taxes affectées de plus en plus nombreuses, par des dépenses fiscales de plus en plus importantes et par des dispositions dérogatoires de plus en plus compliquées qui nuisent au principe d'unité budgétaire. Vous savez que ce n'est pas le ministre des Comptes publics qui tend vis-à-vis de ses collègues, et parfois il faut qu'il sache lui-même limiter son pouvoir manifestement, tant vis-à-vis du Parlement, regrette des créations de dépenses fiscales ou de taxes affectées qui viennent nuire à la sincérité et à la simplicité des comptes, et surtout au fait que ce budget soit bien compris par tous. Surtout, cette loi de règlement permet de valider la stratégie économico-fiscale du président de la République depuis 2017, puisque juste avant les événements du Covid, dont chacun peut comprendre et admettre, même avec un peu de mauvaise foi, qu'il n'est pas de la responsabilité directe du président de la République, puisque c'est évidemment quelque chose de terrible qui arrive dans le monde entier. Nous avions le chômage le plus bas depuis 20 ans, de plus grande création d'emplois, notamment industriels, dans les territoires les plus touchés, je pense notamment aux miens dans les Hauts-de-France, le plus grand nombre de créations d'entreprises depuis 20 ans, la meilleure croissance par rapport à nos voisins, une consommation qui repartait à la hausse et des baisses d'impôts qui étaient constatées notamment sur le secteur du capital et de l'entreprise. Cependant, ces baisses d'impôts n'ont pas fait naître de baisse de recettes, bien au contraire. La courbe de l'affaire a trouvé sa vérification. C'est bien par l'encouragement de la valeur travail et l'encouragement à la croissance d'entreprise que nous avons pu avoir plus de recettes, cotisations sociales d'une part, recettes fiscales entreprises comme salariales d'autre part, qui a pu nous permettre par ailleurs de continuer à baisser les impôts, tout en diminuant, et ça a été un peu oublié dans l'effroi de la première semaine bien sûr du Covid-19, ça peut se comprendre, mais que les chiffres donnés sur la diminution de la dette pour la première fois étaient importants, puisque la dette a baissé en 2019, constaté par l'INSEE et par la Cour des comptes. Et donc, c'est ce cercle vertueux qui doit nous inspirer pour le futur. De ce point de vue, le gouvernement, et singulièrement ce que nous pensons avec Bruno Le Maire, c'est qu'en aucun cas, la création d'impôts nouveaux ou l'augmentation des fiscalités ne doit être la solution à la difficulté économique que nous connaissons aujourd'hui, et que si nous avons fait le choix de la dette, qui a évidemment des sujets préoccupants, vu le niveau de déficit et de dette publique, ce n'est pas par la création d'impôts que nous allons résoudre ces difficultés budgétaires, mais bien par l'encouragement à la croissance, à l'investissement et à la consommation. Elle ne peut pas être dépréciée par des gestes anti-économiques. En tout cas, la cohérence du gouvernement essaie de continuer à maintenir des baisses d'impôts et pourquoi pas en proposer d'autres. Si le Covid-19 n'était pas là, prenons désormais une utopie, peut-être même maintenant une uchronie, puisque évidemment il est là et il oriente les décisions politiques, sans doute serions-nous, Monsieur le Président, en train de commenter les bons chiffres du gouvernement, et peut-être même auriez-vous l'occasion de vous féliciter de cela. Je vous faisais évidemment, et je vous vois sourire, un sourire politique et amical. Mais bien sûr, la loi de règlement n'est déjà pas à la une du débat public, d'ordinaire. Elle ne l'est encore moins aujourd'hui, puisqu'il ne s'agit pas de commenter les chiffres 2019, mais d'imaginer ce que sera à la fin de l'année 2020. Mais le gouvernement considère que c'est avec des comptes qui étaient plus assainis qu'il a pu continuer à emprunter et avoir la démarche de soutien économique et salarial très important qu'il a eu ces dernières semaines. Terminé, Monsieur le Président, pour vous remercier des mots envers l'administration que je dirige. Effectivement, un effort très important a été fait, et j'en remercie également le Président de la République d'avoir mis à l'ordre du jour du Conseil des ministres 15 jours plus tôt que d'habitude cette loi de règlement, qui laisse, je l'espère, plus de temps au Parlement pour la travailler et pour interroger. Peut-être que la deuxième marche, Monsieur le Président de la Commission des Finances, je sais que vous y réfléchissez avec le rapporteur général, comme je sais que Éric Woerth et Laurent Saint-Martin le font du côté de l'Assemblée nationale, et d'utiliser effectivement cette loi de règlement encore plus que d'habitude en temps de discussion, parce que l'exécution des comptes a autant d'importance sans doute que les inscriptions budgétaires de fin d'année, et c'est sans doute ce qui renforce encore plus ce poids du Parlement et qui permet à l'exécutif de mieux travailler, puisqu'il a devant lui des parlementaires soucieux des chiffres et de leur bonne exécution, de la sincérité. J'en terminerai pour vous dire que j'ai tenu ma promesse en 3 années budgétaires, Monsieur le Président de la Commission des Finances. Aucun décret d'avance n'a été pris en 2019 et le Parlement a été respecté dans son autorisation parlementaire. C'est la deuxième fois en quasiment 45 ans que cette procédure budgétaire existe, et les 2 fois où il n'y a pas eu de décret d'avance, c'était les 2 années pleines d'exercice du ministre des Comptes publics qui est votre serviteur. Merci, Monsieur le Ministre.
Alors, puisque, comme cela a déjà été mentionné à 2 reprises, il n'est pas impossible qu'un certain nombre de membres de notre commission ne soient tentés de venir dans leur questionnement vers la situation de l'exercice 2020 plus que sur un regard rétrospectif strictement limité à l'année 2019. Je vais faire exception en m'en tenant pour ce qui me concerne. C'est pour ça que je maintiens la tradition de poser les questions en premier. Je vais pour ma part m'en tenir assez strictement à un regard sur l'exécution 2019, mais évidemment en vous interrogeant sur des aspects qui peuvent se poursuivre au fur et à mesure de la succession des exercices budgétaires. Dans son rapport sur l'exécution 2019, la Cour des comptes renouvelle ses critiques contre les techniques de débudgétisation, notamment par les fonds sans personnalité juridique contrôlés par l'État, dont les comptes ne sont jamais présentés au Parlement. C'est tout particulièrement le cas du Fonds pour l'innovation dans l'industrie, alimenté par des dividendes. Ce fonds n'a pas réellement de ressources sanctuarisées, d'autant que devait s'y substituer en quelque sorte des recettes provenant de la privatisation d'Aéroports de Paris, laquelle a été mieux que reportée, j'irais, autant qu'on puisse le juger de façon absolument définitive, j'irais abandonnée. En tirerez-vous les conséquences dans le projet de loi de finances pour 2021 en supprimant tout simplement ce fonds pour construire au sein du budget général peut-être une mission budgétaire ou un autre véhicule plus efficace afin de porter les crédits nécessaires à la relance de notre économie, puisque ces moyens, je dirais, sont orientés vers un soutien direct à l'économie. Deuxième question, la fiscalité affectée. Elle aussi, d'une certaine façon, elle est un moyen assez fréquent de contourner les contraintes de l'autorisation budgétaire et une forme de débudgétisation. Le plafonnement des recettes au profit du budget de l'État est par ailleurs souvent mal compris, les organismes taxés estimant que leur contribution doit être utilisée conformément à leur objet et que sinon, elle n'a pas lieu d'être. Souscrivez-vous à la recommandation, là encore, de la Cour des comptes de mieux encadrer la fiscalité affectée et ferez-vous de nouvelles propositions dans ce domaine? Enfin, troisième question, toujours sur l'exercice 2019, il est marqué par la suppression de la comptabilité d'analyse des coûts, qui contribuait à donner une vision plus complète des coûts d'une politique, en présentant notamment les déversements entre missions. Lorsque cette comptabilité d'analyse des coûts a été supprimée par un décret en octobre 2018, elle devait être remplacée par une comptabilité analytique remplissant des objectifs finalement assez similaires. Où en est ce projet de mise en place d'une comptabilité analytique de l'État? Et au-delà de l'expérimentation qui en est faite, pouvez-vous nous donner des informations sur la généralisation de ce dispositif? Voilà, merci Monsieur le ministre de répondre à ces questions, mais peut-être avant de vous donner la parole, nous allons entendre notre collègue Albéric de Montgolfier, rapporteur général du budget, pour ses propres questions. Albéric. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, bonjour. Mes chers collègues qui m'entendez également, je vous salue. Et je vais me borner à poser des questions sur le règlement, la loi de règlement, puisque je pense que un certain nombre de collègues seront tentés de poser des questions sur ce début d'année singulier 2020. J'aurais peut-être simplement une question, si vous avez un élément de précision quant à un éventuel PLFR, puisque vous êtes réjoui à l'instant que, comme moi, je m'en réjouis également, qu'il n'y ait pas eu de décret d'avance, qu'il n'y ait pas eu de PLFR au cours de l'année précédente. Bon, c'était malheureusement une réjouissance de courte durée, puisque nous en sommes déjà au deuxième PLFR. Bon, les circonstances l'exigent, évidemment, on ne le contestera pas. Mais quand je vois, par exemple, les nécessités d'adapter un certain nombre de dispositifs, quand on voit les chiffres également sur le chômage partiel,
même si on arrive, j'espère, à une stagnation ou à un début de décrue sur le chômage partiel, un retour à l'activité, on s'aperçoit que nous aurons besoin, sans parler de la relance, d'actualiser un certain nombre de chiffres. Voilà, ça me sera la seule question. Si vous aviez des éléments de calendrier, faut-il s'attendre en juin à PLFR et sera-t-il consacré exclusivement à l'ajustement des dispositifs actuels ou à des dispositifs nouveaux, ou sera-t-il consacré également d'ores et déjà à des éléments de relance? Si je me borne à l'exécution, à la loi de règlement, vous êtes réjoui, Monsieur le ministre, de la bonne tenue des comptes. On peut avoir une vision peut-être un peu différente et pas forcément se retrouver. Il y a sans doute un élément qui rend les choses plus objectives, c'est la comparaison avec nos voisins. Et si on prend simplement l'endettement, on s'aperçoit très concrètement que depuis 2017, les autres pays ont choisi de diminuer, se sont donné les moyens de diminuer leur endettement. Celui-ci a baissé chez nos voisins de 5 points de PIB depuis 2017, alors que l'endettement en France continue à augmenter, ou du moins il reste à un niveau extrêmement élevé, 98,1% dans la loi de règlement, 98,1%. Donc nous avons choisi, par rapport à l'ensemble des États voisins, y compris l'Europe du Sud, je mets peut-être à part l'Italie, très concrètement, une situation ayant recours au déficit et à l'endettement, là où les autres ont choisi des stratégies de désendettement. Ce qui aujourd'hui, si je prends l'Allemagne, leur donne plus de marge de manœuvre. L'Allemagne, avec une situation budgétaire et une situation d'endettement beaucoup plus favorable que la France, dans la crise que nous connaissons, malheureusement, l'Allemagne a beaucoup plus de marge de manœuvre que la France. C'est ce que je disais chaque année en disant, en cas d'accident, je citais un choc pétrolier, c'est peut-être le contraire qui s'est produit, donc il faut être modeste dans la prévision. En cas de krach boursier, ça s'est aussi produit, eh bien la France aurait moins de marge de manœuvre que ses voisins. Donc la question est très simple, est-ce que vous ne regrettez pas aujourd'hui ce choix, je reprends la citation de Kennedy que Christine Lagarde avait reprise au FMI, est-ce que la France ne peut pas regretter de ne pas avoir réparé la toiture pendant que le soleil brillait? Voilà. Est-ce qu'on n'a pas un peu trop profité de la bonne tenue des recettes, de l'élasticité forte des recettes pour ne pas faire les efforts, et aujourd'hui, on a des choix qui divergent. J'ai deux questions maintenant plus précises concernant les dépenses et l'exécution, qui concernent tout d'abord le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Outre-mer, puisque ce sont deux ministères où l'on constate une croissance relativement significative de la masse salariale, plus de 3%. Donc, comment l'expliquer? Si on prend le ministère de l'Intérieur, plus de 150 millions d'euros par rapport à ce qui était voté en LFI, donc un écart significatif. Est-ce que vous avez des éléments pour expliquer cet écart? Est-ce que, par exemple, des primes ont été versées à des forces de sécurité? Qu'est-ce qui explique, en effet, d'avoir plus d'1% par rapport à ce qui était prévu en termes de masse salariale sur le ministère de l'Intérieur? Au contraire, je vais prendre un exemple dans l'autre sens, concernant plutôt une moindre exécution, une sous-exécution, mais là qui est tout à fait significative. Ça concerne le plan France très haut débit. Puisque pour le plan France très haut débit, on a une exécution qui est très très en dessous de ce qui avait été budgété initialement. Je crois qu'on est en termes de crédit de paiement à moins de 20% de ce qui était prévu. Donc c'était exactement 18, on est à 18,4% de consommation en termes de crédit de paiement. Je rappelle que c'est ce fonds qui est destiné à la société numérique. Je crois que la situation actuelle nous a montré la nécessité du télétravail, la nécessité du téléenseignement, y compris dans votre ministère, Monsieur le ministre, y compris à la DGFiP, qu'on a auditionné et qui a dit à la fois les ambitions, mais également les difficultés pratiques qu'il y avait à mettre en place le télétravail, même si la continuité du service a été tant bien que mal assurée, y compris au Sénat, mais dans l'ensemble des entreprises. Nous avons besoin d'avoir un équipement en très haut débit. Et ça, c'est doté notamment par cette mission. Et on peut regretter ou s'étonner de la très faible consommation des crédits. Je vous dis, 18,4% des crédits de paiement qui ont été consommés par rapport à l'autorisation budgétaire. Donc voilà, je pense que c'est une nécessité qui était évidente, mais qui apparaît encore plus flagrante
avec le télétravail et la situation que nous connaissons. Voilà, donc je me bornerai à ces 3 questions pour laisser la place aux collègues. Quid de la situation de la dette, regret ou pas, et comment expliquer nos divergences par rapport à nos voisins, crédit du ministère de l'Intérieur et crédit France Très Haut Débit. Merci, Monsieur le Ministre, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut vous demander de réagir déjà à cette première série de questions? Tout à fait, Monsieur le Président. Alors, pour vos trois questions sur la critique de débudgétisation, bon, vous aurez constaté que dans mon introduction, je l'ai fait mienne. Vous avez posé une question plus particulière sur le fonds d'innovation, avec la question qui se pose, vous avez raison, de la Française des Jeux, mais surtout la question de l'aéroport de Paris, qui est le manque de recettes que vous évoquez pour ce fonds. Faut-il le rebudgétiser? Ce n'est pas moi qui vais vous donner un terme négatif, mais il appartient au ministre de l'économie et des finances. Je sais qu'il s'y est engagé, notamment dans la réponse à la Cour des comptes, à améliorer les choses pour 2021, fortement, notamment avec la question du plan batterie. Et je crois que c'est propre, effectivement, au ministre de l'économie que de pouvoir présenter sa stratégie sur un sujet dont vous n'avez pas renié l'importance, mais vous avez critiqué la forme. Est-ce qu'il s'agira toujours d'un fonds avec des recettes, et ces recettes sont-elles toujours celles qu'on attend à la part de dividendes, ou est-ce qu'elles doivent être rebudgétisées dans une mission particulière, avec le sujet que ce fonds finance également le PIA, donc qui est également quelque chose qui est en dehors de la budgétisation naturelle. Donc le ministre de l'économie et des finances, qui est l'ordonnateur de ce fonds, qu'il a lui-même créé, aura l'occasion sans doute de répondre à la critique de la Cour et à la vôtre. Mais je sais que pour 2021, il y aura des modifications. Sur la fiscalité affectée, moi, je partage votre sujet, Monsieur le Président, et ce n'est pas moi qui pêche le plus. Parfois même, le Parlement, il lui arrive de pêcher. Ce n'est pas une attaque à dominem, mais on peut le copartager. Sous prétexte d'ailleurs que la fiscalité affectée serait plus pédagogique, ce qui n'est pas du tout évident. On prend l'occasion d'en reparler ici, bien sûr, et on ne peut pas affecter tous les crédits par rapport à des recettes, parce qu'évidemment, sinon, on ne pourrait pas avoir comme dépenses, le sport paye le sport, la culture paye la culture, l'écologie paye l'écologie, ou les pollueurs payent l'écologie. Évidemment, plus personne n'est là pour payer l'éducation nationale ou le ministère des Armées, puisqu'on ne va pas faire une taxe sur les enfants et encore moins sur les soldats. Mais cette fiscalité affectée, elle est parfois un réflexe de pédagogie qu'on peut comprendre devant la critique de l'impôt et la complexité des choses, mais je ne crois pas qu'elle soit la bonne solution. Faut-il mieux les encadrer? Il faut même parfois les supprimer, Monsieur le Président. Nous avons proposé depuis 2017 et depuis des PLF beaucoup de petites taxes que nous avons rebudgétisées. Et nous avons supprimé ces taxes. Parfois, ces contributions volontaires obligatoires, parce que c'est une nouveauté lexicale qu'a inventé finalement les finances publiques. Et on voit bien que ce n'est pas facile. Rappelez-vous des débats qu'on a eus sur la taxe sur les farines, par exemple, on pourrait les multiplier. On a supprimé beaucoup de petits taxes en les rebudgétisant, et je pense que c'est ce qu'il faut faire, qu'il faut continuer à faire, en gardant des paumes comme ça de 200 à 300 millions d'euros que l'on peut mettre. Évidemment, plus les petites taxes sont supprimées, après il y aura des moyennes taxes, puis après il y aura des grosses taxes, et il faudra mettre des montants de plus en plus importants. Alors vous dites par ailleurs que c'est d'autant moins compris quand il y a des plafonds et quand le surplus retourne dans le budget d'État. On peut tout à fait l'entendre, mais enfin, ça c'est le principe du tuyau. Est-ce qu'il a été inventé pour faire une dépense, ou est-ce qu'on doit dépenser absolument ce qui correspond à l'arrivée de recettes? Si on fait ça, c'est sûr qu'on ne risque pas de faire des économies dans notre pays, on va continuer à agrandir la dépense publique. Vous ne m'avez pas posé la question, mais pour l'instant, nous sommes à 61% de dépenses publiques. Je crois qu'on devrait avoir un petit sujet, évidemment, sur cela. Moi, je considère aussi que la taxe affectée, on s'aperçoit que c'est dans un sens et pas dans l'autre. On a eu ce débat lors du mouvement des Gilets jaunes, lorsque les radars ont été détruits, où la recette allait à la fois au département, à la fois à la sécurité routière, à la fois à l'AFIT, et beaucoup de parlementaires, et je le comprends très bien, sont très attachés aux recettes propres de l'AFIT. Mais quand les radars se sont effondrés, là, on a demandé au budget général de compenser. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait. Donc, l'autonomie de la taxe affectée, finalement, quand il n'y a pas assez, on dit à l'État de compenser, quand il y en a trop, on n'est pas content que l'État récupère. Et par ailleurs, le Parlement n'a pas à donner son avis, puisque, vous le savez mieux que personne,
le grand pouvoir des parlementaires, c'est quand même d'autoriser les crédits et de donner un avis sur les politiques publiques. Si c'est affecté, vous n'avez pas beaucoup d'avis à donner. Et donc, le ministre des Comptes publics, lui, est très favorable à rebudgétiser un maximum de fiscalité affectée. Sur la suppression de l'analyse des coûts, j'entends votre question. Le ministère des Armées est très précurseur et aura sans doute l'occasion en 2021, dans l'occasion du budget 2021, de présenter des travaux sur l'analyse analytique, pardon de le dire comme cela. On aurait dû le généraliser pour plusieurs ministères qu'on avait beaucoup sensibilisés. Il faut bien avouer que l'épisode de Covid nous a pas beaucoup aidé à le faire. Les travaux vont reprendre, mais le ministère des Armées sera sans doute prêt pour pouvoir vous présenter en PLF 2021 sur cette thématique particulière avec beaucoup de dépenses, comme vous le savez, cette analyse des coûts des politiques publiques. Pour le rapporteur général, alors il se félicite qu'il n'y ait pas de décret d'avance, mais regrette qu'il y ait des PLFR. C'est vrai, et j'ai bien compris que pour lui, ce n'était pas une critique vu l'événement, mais il vaut mieux un PLFR que des décrets d'avance. Le PLFR, c'est une discussion parlementaire, il y a une autorisation, il y a des amendements, je pense qu'il y a même parfois des compromis, ça a été le cas pour les deux PLFR, et je remercie le Sénat de sa vision constructive de l'urgence décidée par le gouvernement et autorisée par lui, mais c'est quand même mieux que des décrets d'avance. On aurait pu, et pour tout vous dire, monsieur le rapporteur général, la tentation a été grande de faire des décrets d'avance. Et franchement, il n'y aurait pas eu beaucoup de critiques à les mettre en place. On a pensé que les PLFR, c'était quand même mieux, même si ce n'était pas formidable, parce que ça devait corriger évidemment très fortement la loi de finances, que de le faire sans autorisation parlementaire explicite. Sur les éléments de calendrier, nous pensons que nous aurons un PLFR 3 entre fin juin et début juillet. Dans le nous pensons, je mets du conditionnel. Donc, ne me prenez pas pour un faire content, mais c'est ce que nous allons travailler sur. On ne sera plus dans l'urgence, à quelques exceptions près peut-être de correction qu'a évoqué lui-même le rapporteur général. Nous pourrions dire que les deux premiers PLFR, c'était l'urgence. Nous pourrions dire que le troisième PLFR, ce sera la résilience, notamment lorsqu'on devra accompagner encore des secteurs qui resteront fermés. C'est le cas du tourisme. Demain, il y aura des annonces importantes faites par le Premier ministre dans le domaine des hôtels, des restaurants, des producteurs du sport, de la culture. Et ce sont des secteurs qui vont toujours connaître soit des préconisations de fermeture, soit des conditions sanitaires de réouverture extrêmement difficiles. Et donc, il faudra continuer à les aider, d'où la résilience. Et j'ai pris un engagement, et on y travaille, il y aura aussi des mesures collectivités locales dans ce PLFR 3. Et puis après, il y aura le moment de la relance, qui est la troisième étape. Ce n'est pas dans le PLFR 3 que nous mettrons le plan de relance. En tout cas, ce n'est pas comme ça que nous imaginons les choses pour l'instant. Nous mettons dans le PLFR 3 les mesures de résilience pour aider les grands secteurs que nous avons évoqués tout à l'heure. Il y en aura peut-être d'autres. Et puis, il y aura le moment de la relance, qui doit être évidemment un moment de grande concertation nationale, en lien parfait avec les collectivités locales, et dont le choix, pour l'instant, et c'est bien normal, n'a pas été encore fait totalement, puisque par définition, nous ne connaissons pas l'ampleur de la crise, s'il y a un reconfinement, quelles sont exactement les pertes en termes de recettes, et comment l'activité économique va reprendre en France et ailleurs. Mais j'espère avoir répondu au rapporteur général et revenir vers vous, Monsieur le Président, comme je l'ai fait, vers vous, Monsieur le rapporteur général, dès que nous aurons plus de précision, puisque nous avons prochainement des réunions chez Monsieur le Premier ministre sur ce point. Sur l'endettement et la question de ce que vous ne regrettez pas finalement de ne pas avoir fait plus d'économies. Bon, je pourrais répondre avec facétie, mais ce n'est pas mon rôle, vous le savez bien, Monsieur le rapporteur général, jamais je ne fais pas réponse avec facétie, que vous, le Sénat, notamment la majorité sénatoriale, aurait pu nous encourager davantage dans les économies que nous faisions, puisque malheureusement, parfois vous-même, et je vous en remercie, comme le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, avait voté des économies quand la majorité de votre groupe ne les a pas acceptées. On va pas revenir sur la politique du logement, on va revenir sur les contrats aidés, on va revenir, mais c'est bizarre de me reprocher aujourd'hui de ne pas avoir fait cette économie après avoir combattu toutes celles que j'ai proposées jusqu'à présent. Mais je voudrais dire au rapporteur général que sa comparaison sur la dette avec les autres pays n'est pas tout à fait juste. Parce que si notre dette a beaucoup moins baissé que les autres, c'est que nous l'avons davantage sincérisée. Il oublie de dire dans sa démonstration que nous avons repris la dette de la SNCF. Et ce n'était pas une petite affaire de mettre fin d'abord au statut du cheminot, bien sûr, mais également de sincériser la dette. On sait tous que c'était une dette publique, personne ne voulait l'avoir, et c'était, vous le savez bien, plusieurs dizaines de milliards d'euros. Nous l'avons intégrée. Et on a réussi à stabiliser puis à baisser la dette, alors même, monsieur le rapporteur général, que nous avons rentré ces dizaines de milliards d'euros dans le stock de dette. Donc votre comparaison avec d'autres pays, sur le papier, peut faire florès,
mais elle ne résiste pas à la vérité de la comparaison de ce que nous avons fait, c'est-à-dire que nous avons sincérisé et remis de la dette. On aurait pu très bien pas prendre la dette de SNCF, ne pas aider les territoires, ne pas aider cette grande entreprise publique, et là, j'aurais pu vous dire, on a baissé plusieurs fois la dette, mais on sait tous qu'un autre gouvernement aurait dû faire la vérité des chiffres, et c'est nous qui l'avons fait, et je crois qu'on peut être fiers de cette sincérité. Sur la question de la différence entre l'Allemagne et la France, je ne peux qu'être d'accord. Vous auriez pu être favorable au gouvernement et faire la comparaison entre l'Italie et la France. Bon, évidemment, l'Allemagne, c'est mieux. C'est mieux parce que les finances publiques étaient mieux tenues. Je rappelle qu'au moment de la crise financière, monsieur le rapporteur général, nous avions la France et l'Allemagne le même niveau de dette, 60%. Au lendemain de la crise financière, c'est-à-dire au moment où, par exemple, le président Hollande a rendu son mandat aux Français, les Allemands étaient retombés à 65% après avoir touché 90%, et nous, on est resté à 90%. Alors, c'est sûr que quand vous arrivez avec une dette à 65% et pas de déficit budgétaire par rapport à un pays qui est à 98% avec un déficit budgétaire, c'est évident que vous êtes un peu moins bien armé pour emprunter sur les marchés financiers. Mais on pourrait se comparer avec l'Italie ou avec l'Espagne d'un certain point de vue et considérer que la France a fait mieux quand même. Bon, je crois que la France, elle a montré qu'elle était capable d'emprunter beaucoup, très rapidement, et de ne pas être attaquée sur les marchés financiers. Et j'entends beaucoup d'eurosceptiques, c'est quand même grâce à l'euro que notre monnaie n'a pas été attaquée aussi. Si nous avions eu une monnaie nationale, avec le niveau de finances publiques que nous avions, peut-être que notre monnaie aurait été attaquée. Au moins, l'euro a stabilisé et a sauvé l'économie française, comme elle a contribué sans doute à sauver les économies européennes. Il suffit de voir les déclarations aujourd'hui des hauts responsables du budget britannique pour s'apercevoir qu'effectivement, ce n'est pas toujours si simple de vivre tout seul. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous évoquez les mesures de dépenses sur la loi de règlement. Alors, pour les 150 millions sur le pôle intérieur, vous avez raison. Et pourquoi il y a 150 millions d'euros de plus? D'abord parce qu'il y a eu effectivement le protocole de gendarmes policiers signé en décembre 2018 qui était appliqué en 2019, donc des revalorisations salariales. Ça a été aussi le cas du stock d'heures supplémentaires que nous avons payé. Pas tout, mais une grande partie. Vous avez vu qu'il y a eu un accord, notamment l'année dernière, entre le ministre de l'Intérieur, le ministre des Comptes publics et les syndicats de policiers pour payer ces stocks d'heures supplémentaires qui n'étaient pas payés depuis très longtemps pour les policiers. Et puis, il y a eu des mouvements sociaux qui ne nous ont pas échappé. Il y a eu un G7 très mouvementé. Il a fallu mettre davantage d'effectifs et davantage de mobilisation. Et tout ça, ça fait 150 millions d'euros de plus. J'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois de discuter avec le ministre de l'Intérieur qui est tout à fait conscient des choses et qui a fait beaucoup de réformes du ministère de l'Intérieur sur ce point pour essayer de toucher au maximum les inscriptions budgétaires que nous avons mis en place et pas plus d'argent, même si là on comprend tout à fait pourquoi, et le ministère des Comptes publics qui a particulièrement participé, on a 150 millions d'euros de plus. Sur France Très Haut Débit, le retard est dû sur les projets des contraintes opérationnelles et pas sur le manque d'argent, et sur des chantiers lourds de déploiement de réseaux. Vous savez, parce que vous avez présidé un département qui a aussi des opérateurs des collectivités locales qui nous aident. Sans doute que Julien de Normandie et Bruno Le Maire pourraient davantage expliciter ces retards, mais ce n'est pas une question d'argent qui a manqué ou d'État qui a traîné, c'est des contraintes opérationnelles. Vous ne m'avez pas posé la question sur la justice, mais je pourrais y répondre, puisque la justice, si la loi de programmation de la justice que vous avez votée n'a pas atteint le niveau de dépenses, ce n'est pas des économies qu'a demandé le ministère des Comptes publics, c'est par manque de construction de prisons, parce que les collectivités locales, et on peut les comprendre, nous sommes tous élus locaux, nous avons tous été, ont du mal à libérer des terrains pour faire ces prisons. Mais par exemple, nous avons embauché le nombre de TP prévus dans la loi de programmation de la justice, alors que nous n'avons pas le nombre de prisons prévues. Donc ce n'est pas le ministère des Comptes publics qui a renié les inscriptions budgétaires de la loi de programmation de la justice. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors, mes chers collègues, vous êtes nombreux, vous êtes inscrits. Au moment où je vous parle, j'ai déjà une liste de 11 questionneurs, si je puis dire, et donc, sans plus tarder, nous nous tournons vers Vincent Delahaye qui va poser le premier ces questions. Vincent Delahaye, puis Yvon Collin. Vincent. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, bonjour à tous. C'est vrai qu'on peut mettre au crédit du gouvernement à la fois sa sincérité et la bonne tenue des recettes. En revanche, moi, je suis plus critique sur la partie dépenses. Et bon, on bénéficie effectivement de taux très bas, ce qui fait qu'on fait des économies sur les intérêts de la dette. Mais si cette dette ne servait qu'à financer les investissements, je trouverais ça très sain et très profitable. Malheureusement, la grande majorité de notre dette paye du fonctionnement.
Donc on paye du fonctionnement d'aujourd'hui en tirant des traites sur les générations futures. Je ne trouve pas ça très responsable. Mais ce n'est pas que le gouvernement actuel, bien sûr, qui est responsable. Ça fait déjà un petit moment qu'on vit comme ça. Ma question sur la loi de règlement, c'était le montant des dépenses d'investissement dans cette loi de règlement. À combien sommes-nous, effectivement, sur un budget de 400 milliards, à combien de dépenses d'investissement sommes-nous? Deux questions qui, effectivement, débordent la loi de règlement, mais vous n'avez pas répondu sur la loi de programmation des finances publiques. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas répondu parce que si on a des PLFR, effectivement, à la fois d'urgence et de résilience, mais quand il va falloir aborder un projet de financement de relance, je pense qu'il serait souhaitable, avant, d'avoir une programmation des finances publiques pour voir, au-delà de l'exercice 2020, comment on rétablit progressivement, même pas l'équilibre, mais comment on revient à une situation plus habituelle, je dirais, de nos finances publiques. Et je crois qu'il n'y a qu'une loi de programmation des finances publiques qui pourrait nous le permettre. Et moi, je pense qu'il serait souhaitable qu'elle vienne avant ou en même temps que le plan de relance. Ça, c'était ma deuxième question. La troisième, c'est sur les niches fiscales. Olivier Dussopt a annoncé à la commission des finances de l'Assemblée nationale que vous alliez revoir un certain nombre de niches fiscales par rapport à leur couleur verte ou pas, hein, en fait, à la partie environnementale de ces niches. Moi, je souhaiterais qu'on aille plus loin. Est-ce que vous pensez quand même aller un peu plus loin? Alors, je sais que le Parlement, vous n'êtes pas toujours, ni le Sénat d'ailleurs dans ce sens-là, mais moi, je suis partisan de supprimer pas mal de niches qui sont jugées inefficaces. Est-ce que vous irez dans ce sens-là? Enfin, Monsieur le Président. Merci Vincent. Yvon Collin, puis Sylvie Vermeillet. Yvon. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Monsieur le Ministre, merci d'avoir développé largement la loi de règlement. Comme le rapporteur général et Monsieur le Président ont eu l'élégance de nous laisser les autres questions, et je les remercie. Alors, j'ai quelques questions. D'abord, Monsieur le Ministre, l'hypothèse d'une récession limitée à 8% en moyenne annuelle en 2020, hypothèse sur laquelle est fondée la loi de finances rectificative du 25 avril dernier, suppose, nous le savons, un rebond de la consommation, notamment porté par une forte désépargne, si on peut s'exprimer ainsi, des ménages français. On sait que nos concitoyens ont fortement épargné depuis le début du confinement. Avez-vous pensé à des leviers pour inciter les Français à désépargner pour consommer davantage dans les prochains mois? C'est ma première question. Ensuite, les finances locales vont être fortement affectées par la crise sanitaire. Les maires sont inquiets et les collectivités locales en général, avec une baisse des recettes fiscales conjuguée à une augmentation des dépenses. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager que les dépenses liées à la crise puissent être passées en investissement, et ce, pour ne pas grever les dépenses de fonctionnement? Sinon, où en est la piste qui consisterait à isoler pour chaque collectivité la dépense dans un budget annexe dit spécial Covid? Enfin, dernière question, la réforme de la taxe d'habitation, si j'ai bien compris, Monsieur le Ministre, va se poursuivre, et ce, malgré l'impact de la crise sanitaire sur les finances publiques. Le gouvernement l'a confirmé, allant jusqu'à évoquer un possible effet d'aubaine. Que répondez-vous au fait que la substitution de la TFPP par une part de TVA dans un contexte de forte épargne et de chute de la consommation pourrait être très impactante pour les finances du département? Voilà, Monsieur le Ministre, mes trois questions, et je vous remercie des réponses que vous pourrez bien y apporter. Merci à Yvon Collin, Sylvie Vermeillet, puis Arnaud Bazin. Bonjour Monsieur le Président, chers collègues, bonjour Monsieur le Ministre. Concernant l'exécution budgétaire 2019 et plus précisément le casse-pension dont je suis rapporteur spécial, je note que le niveau de la retraite unitaire moyenne des fonctionnaires baisse depuis 2010, et tout particulièrement pour les catégories B et C, à la fois du fait du durcissement des conditions de durée d'assurance et d'âge, bien sûr. J'aimerais savoir si je pourrais obtenir l'actualisation de cette donnée pour 2019, alors pas forcément aujourd'hui, mais j'aimerais en être destinataire. Et puis, dans la perspective de la future réforme des retraites, à moins qu'elle ne soit définitivement enterrée, pensez-vous que la situation des actifs de la fonction publique, alors principalement les policiers, les militaires
et j'élargirai volontiers au personnel hospitalier. Pensez-vous que la situation de ces actifs puisse être favorablement révisée? Ensuite, j'ai la demande à vous transmettre de notre collègue de Polynésie, Nuyo Loré, qui à cette heure ne peut pas se joindre à nous, au sujet de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, qui est équivalente au champ d'action de la CNAM, de la CNAV, de la CAF et de l'URSSAF en métropole. Et Nuyo nous dit que la crise économique et les mesures de report de paiement des cotisations ont un effet immédiat sur la trésorerie de cette caisse, de sorte que si aucune nouvelle source de liquidité n'est identifiée d'ici juillet prochain, les prestations sociales de Polynésie ne pourront plus être honorées. Cela concerne les pensions de retraite, les remboursements d'assurance maladie, les dotations de fonctionnement des hôpitaux, les allocations familiales, etc. En ce sens, le président de la Polynésie française vous a adressé une demande d'emprunt à l'instar des dispositions prises pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, notre collègue Nuyo Loré souhaiterait savoir, Monsieur le ministre, si vous allez répondre favorablement à cette demande et si les dispositions peuvent être opérationnelles d'ici juillet. Je vous remercie. Merci Sylvie. Arnaud Bazin, puis Roger Carucci. Arnaud Bazin. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, vous avez évoqué à plusieurs reprises l'effort de sincérisation des comptes qui a été entrepris sous votre autorité, mais en ce qui concerne la prime d'activité, l'exécution budgétaire 2019 est encore en dépassement puisque cette exécution s'élève à plus de 9,5 milliards, soit un dépassement de près de 800 millions d'euros par rapport à la prévision. Alors certes, il y avait un contexte d'urgence qui a présidé à la réforme du dispositif, mais comment expliquez-vous quand même cette sous-budgétisation récurrente et quelles sont les actions entreprises par votre ministère pour permettre une budgétisation plus sincère du dispositif? Et puis, puisqu'on est invité par le président et le rapporteur général à évoquer l'exécution 2020, toujours sur la prime d'activité, vous avez inscrit 9,9 milliards d'euros. Est-ce que vous pensez à ce stade que cette prévision tiendra ou un nouveau dépassement est-il à prévoir? De même, il a été instauré donc un dispositif d'aide à nos compatriotes les plus en difficulté avec une prime exceptionnelle de 150 euros augmentée de 100 euros par enfant du ménage. Ces aides ont-elles vocation à être financées sur l'enveloppe de 880 millions identifiés lors du PLFR 2 au sein de la mission Solidarité? Si oui, il semblerait que cette enveloppe devra être complétée compte tenu des besoins pour couvrir l'aide de solidarité et l'aide aux étudiants précaires. Donc, comment assurer l'intégralité du financement qui risque de monter à pratiquement 1 milliard d'euros? Des mouvements budgétaires sont-ils prévus pour couvrir ce besoin? Et pensez-vous par ailleurs que les CAF, qui sont déjà fort sollicités, trouveront les moyens d'assurer cette prestation dans des conditions de délai raisonnables? Enfin, sur l'aide alimentaire, qui est un sujet important également dans notre rapport spécial avec Éric Bocquet. Les dépenses financées par la mission Solidarité, Insertion, Égalité des chances sont élevées à 58 millions d'euros, soit un dépassement de plus de 7 millions d'euros par rapport au crédit inscrit en LFI. Cet écart est préoccupant parce qu'il est certainement dû à l'augmentation des dépenses déclarées inéligibles et écartées des demandes de remboursement auprès de l'Union européenne dans le cadre du FEAD. C'est un point que nous avons soulevé à plusieurs reprises dans nos rapports de contrôle. Monsieur le ministre, est-ce que la France va pouvoir récupérer la totalité de ces fonds européens ou le budget national devra-t-il financer ce manque à gagner? Enfin, sur les prévisions concernant 2020, chacun sait que nombre de nos compatriotes sont appelés malheureusement à être de plus en plus en difficulté. Les associations d'aide alimentaire sont extrêmement sollicitées. L'aide qui bénéficiait avant la crise à 5,5 millions de personnes pourrait en concerner près de 8 millions, d'après votre collègue Christelle Dubos dans une interview récemment donnée. Donc, le gouvernement a annoncé une enveloppe de 39 millions d'euros à destination des associations. Cette aide est-elle parvenue aux associations? Où ont été pris ces crédits dans le budget de l'État et d'autres aides financières seront-elles débloquées sur le plan national, voire européen? Merci. Merci Arnaud Bazin. Roger Carucci, auquel succédera Charles Guenet. Roger. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général,
mes chers collègues, Monsieur le ministre, beaucoup de plaisir de vous retrouver en forme. Moi, j'aurais deux observations, questions, si je puis dire. Première observation, question, est-ce que vous avez le sentiment sur le budget 2019 que les mesures prises d'urgence, dites gilets jaunes, en décembre 2018, ont réellement atteint leur but, leur objectif? Il y a eu par la suite beaucoup de critiques sur la précipitation sur un certain nombre de mesures qui finalement étaient assez coûteuses et n'avaient peut-être pas obtenu les résultats escomptés. Est-ce que là-dessus, vous avez le sentiment que la dizaine de milliards concernés a relativement atteint son but? Deuxième observation, question rapidement. En tant que rapporteur sur l'audiovisuel, je ne vous cache pas que je regarde désespérément la capacité de ce secteur à faire quelques économies. Je reste sur le désespérément. Et comme vous aviez imaginé, envisagé soit la disparition au profit d'autre chose de la redevance audiovisuelle, soit son réajustement avec la disparition de la taxe d'habitation, est-ce que sur ce plan-là, votre réflexion a avancé? Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci, cher Roger. Charles Guenet, puis Thierry Carcenac. Charles Guenet. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le ministre et chers collègues. Peut-être tout d'abord une question, donc elles seront naturellement portées plus vers les collectivités locales. Pour l'exécution des crédits 2019, vous savez qu'à la mission de relations collectivités locales, on a toujours un décalage entre les autorisations d'engagement et les crédits de paiement au niveau des subventions d'investissement. Et ça permet assez difficilement de suivre l'investissement local, et plus particulièrement cette année, d'autant plus que les indicateurs de performance sont relativement peu adaptés, puisque seule la DETR fait l'objet d'un suivi. Ne croyez-vous pas que ce serait l'occasion, ne serait-ce qu'au moins pour le PLF, on puisse mettre un peu de l'ordre dans tout cela pour qu'on puisse suivre beaucoup plus facilement les choses? Je déborderai donc bien sûr sur l'exécution 2020. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez eu beaucoup d'avances, combien de collectivités ont demandé des avances sur du TVA et combien de demandes et pour quel montant? Et d'une manière plus générale, est-ce que pour le FCTVA, vous réfléchissez dans le cadre de la relance à le rendre plus contemporain? Est-ce que ça vous paraît, comme cela a été fait à une époque, est-ce que ça vous paraît farfelu ou est-ce que c'est dans votre esprit? Également, est-ce que vous avez nous savons que vous avez envoyé à vos préfets, donc des directives pour engager plus rapidement la DETR, la DSID et la DSID, mais est-ce que vous avez un état de l'engagement actuel? Et puis, si vous me permettez un peu de prospective, dans le cadre où nous nous trouvons au niveau des réformes et tout cela, ne pensez-vous pas qu'on aurait peut-être intérêt au niveau des indices synthétiques qui vont être bouleversés du fait de la réforme de la TH à trouver un dispositif de neutralisation, de même qu'en ce qui concerne l'idée de revenir sur les impôts économiques, est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait intérêt à laisser tout ça au calme en attendant que la crise se passe de façon à ce que les collectivités locales ne soient pas perturbées dans la vision de leurs ressources et tout cela? Merci. Parfait, merci Charles. Thierry Carcenac et ensuite Christine Lavarde. Thierry Carcenac. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour chers collègues, Monsieur le Ministre. Je ne doutais pas, en vous entendant présenter la loi de règlement, que vous seriez content du travail que vous avez effectué. C'est tout à fait normal pour un ministre. Néanmoins, ce que l'on peut constater également, c'est que nous avons eu affaire à des mesures d'urgence à la suite de la crise des Gilets jaunes et que nous allons arriver à une situation qui est bien plus préoccupante dans la foulée avec ce que nous vivons après la crise sanitaire actuelle.
la crise économique qui vient et la crise sociale sûrement qui risque de nous impacter. Derrière cela, vous avez bien évidemment indiqué que vous étiez ferme sur la non-création d'impôts nouveaux. J'ai lu l'autre jour que M. Soulier, conseiller de M. Sarkozy, disait que peut-être il faudrait qu'en matière de solidarité, nous pensions à quelques recettes nouvelles. Alors, ce n'est pas pour tout de suite, puisque nous sommes dans le cadre de l'exécution, et je me félicite, comme vous, que vous ayez pu nous permettre d'avoir ces éléments relativement tôt, mais qui nous permettront d'examiner la loi de finances 2021 avec des éléments peut-être différents, et notamment en matière de ressources. Mes questions concernent bien évidemment le rapport qu'avec mon collègue Mougin nous portons, et notamment celui qui concerne l'immobilier de l'État. Et dans le cadre de l'immobilier de l'État, nous avons constaté, notamment sur le programme 348 des cités administratives, qu'il y a un démarrage relativement lent. Et dans ce cadre-là, comment envisagez-vous de pouvoir, dans le cadre de la relance, faire en sorte que bien on puisse aller plus rapidement, notamment dans le cadre de la transition environnementale, parce que ça nous permettra de faire par ailleurs des économies. Ça, c'était un premier point. Le second, j'ai noté que vous avez évoqué la fraude fiscale et notamment, vous avez mis en œuvre du data mining. Et si j'ai bien compris, en 2019, on a eu des difficultés de recrutement de personnel en matière informatique sur le data mining. Pourriez-vous nous en dire un peu plus de ce côté-là? Enfin, je m'étonne, enfin, c'est pas je m'étonne, non, mais je constate que nous affectons de plus en plus de TVA à la sécurité sociale et cela risque de poser quand même pas mal de problèmes un jour ou l'autre. Nous sommes à près de 31 milliards de cette année. Comment voyez-vous cela à l'avenir, sans qu'on ait une vision parfois globale de ce qui passe du budget de l'État au budget de la sécurité sociale? Je vous remercie. Merci Thierry. Christine Lavarde, puis oui, merci. Claude Rénal. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Ministre, j'ai trois questions. La première rebondit sur ce qu'a dit à l'instant Thierry Carcenac, avec qui je siège le Conseil de l'immobilier de l'État. Et donc, je voudrais revenir sur le compte de commerce des opérations du domaine, qui présentait un solde très élevé. Donc, vous avez répondu pour partie à la remarque de la Cour des comptes qui vous demandait de faire un report partiel, puisque sur les 124 millions, vous avez non reporté environ 51 millions, mais ce qui porte quand même le crédit du solde à 73 millions au début de l'année 2020. Et en 2018, où vous aviez déjà fait ce type de manœuvre, on était reparti de 68 millions. Donc, c'est un compte de commerce dont les recettes croissent très vite et qui porte des dépenses plutôt faibles, 50 millions en 2019, et majoritairement pour justement la gestion des cités administratives. Et donc, dans l'exposé des motifs de la loi de règlement, vous dites que vous souhaitez conserver un montant de prudentiel de trésorerie pour des dépenses exceptionnelles. Donc, est-ce que vous avez une idée de ce que pourraient être ces dépenses? Ma deuxième question est relative au fonds pour la transformation de l'action publique. Donc, je me souviens que lors de vos premières auditions en 2017, vous aviez notamment évoqué ce fonds comme un des acteurs de Action publique 2022. Et on remarque en fait que les règles du jeu ont un petit peu ont évolué, puisque pour les premiers appels d'offres, il y avait une cible de rendement qui devait être d'1 euro d'économie pour 1 euro investi dès 3 ans. Et pour le quatrième appel d'offres, les règles se sont assouplies, puisqu'on n'a plus forcément besoin d'atteindre cette cible pour être retenu. Donc, pourquoi avez-vous assoupli les critères d'éligibilité? Et enfin, ma dernière question du coup, concernera 2020, mais donc, dans sa note d'exécution budgétaire, la Cour des comptes demande la suppression du compte d'affectation spéciale services nationaux de transport conventionnés de voyageurs. Donc, allez-vous répondre à cette demande pour le prochain PLF? Merci Christine Lavarde. Claude Rénal. Après Claude, Philippe Dallier. Oui, bonjour Monsieur le Président, mes chers collègues, bonjour Monsieur le Ministre.
comme Thierry Carcenac, j'ai eu plaisir à écouter votre introduction et je dois dire que ce soit en présentiel au Sénat ou que ce soit en visioconférence, la tonalité reste la même, une certaine satisfaction du travail accompli, je vous en félicite. Mais cela étant dit, quelques points historiques quand même qu'il faut toujours remettre. En particulier, vous avez juste oublié que lorsque vous êtes arrivé effectivement aux affaires en 2017, la croissance était, vous avez trouvé une croissance à 2,3%. Et c'était la première fois depuis bien longtemps qu'elle dépassait un niveau moyen qui a plutôt été sur les années précédentes, les 5 années précédentes, plutôt de 1%. Alors évidemment, ça aide, à résoudre un certain nombre de points. Et je voudrais vous rappeler que celui que vous avez cité avait lui trouvé une situation à 0,2% de croissance. Ce n'était pas tout à fait la même chose et c'était vos amis de l'époque qui l'avaient laissé. Puis deuxième point un peu général, et puis j'en finis là, et j'en reste là. Le gouvernement, sous l'époque Sarkozy, 3 points de moins. Il y a eu récupération de 3 points de déficit public. Sous l'époque Hollande, un peu plus de 2 points. Pour l'instant, vous concernant, c'est à peine 1% de déficit public qui a été récupéré. Maintenant, on n'en parle plus, puisque ce n'est plus le sujet du moment. Enfin, j'ai été étonné dans votre introduction de votre propos sur, finalement, refuser l'impôt. Et si j'ai bien compris ce propos général, c'est un propos qui, finalement, se tournait vers votre propre majorité. Parce que c'est dans votre propre majorité aujourd'hui qu'il y a une ébullition autour des sujets sur l'impôt. Faut-il augmenter une tranche supplémentaire? Faut-il remettre en place l'impôt sur la fortune? C'est des sujets que nous aimons bien en ce qui concerne les socialistes. Mais là, effectivement, on a compris que vous répondiez plutôt à votre propre majorité. Alors, pour en venir maintenant à l'exécution des crédits 2019, d'abord un point d'information sur 2019, ou un point d'interrogation en tout cas, c'est concernant la mission qui est la nôtre avec Charles Guéné sur les relations avec les collectivités territoriales. On a un peu de mal avec le bleu budgétaire parce qu'effectivement, cette mission recouvre une diversité de dotations sur laquelle finalement un seul indicateur est à peu près pertinent, c'est celui sur la DETR, qui fait l'objet d'un suivi à peu près précis. Sur l'ensemble du reste, les indicateurs de performance de la mission sont extrêmement généraux et évasifs. Est-ce qu'on pourrait faire mieux dans les années qui viennent? Cela est ma première question. Deuxième question, qui concerne le FCTVA 2020, et là je viens sur un peu la période que nous connaissons, pour savoir si finalement vous avez eu à ce jour beaucoup de demandes d'acompte sur ce FCTVA 2020 et est-ce que vous avez une idée du montant déjà engagé au titre d'avance? Enfin, je voudrais revenir sur le propos de Charles Guéné sur les DETR, DSIL, etc. En vous posant une dernière question, il s'agit de savoir, vous savez, les projets sont engagés évidemment de longue date sur des montants fixés au moment du dépôt du dossier, de l'acceptation du dossier, et bien entendu, avec la crise que nous connaissons et les surcharges financières qui vont être le fait des entreprises qui répondent aux projets des collectivités locales, nous allons avoir des surcoûts et donc la nécessité, sans doute, pour les collectivités locales de payer un peu plus cher leurs prestations. Est-ce que vous avez imaginé donner un peu de liberté au préfet dans le cadre de l'enveloppe telle qu'elle est, parce qu'il y a des projets qui seront forcément arrêtés ou freinés, mais dans le cadre de l'enveloppe, est-ce qu'il y aura des possibilités données au préfet finalement d'adapter rapidement de manière à prendre en compte les surcoûts des entreprises pour les projets déjà affectés, encore une fois, dans le cadre d'une enveloppe globale inchangée? Est-ce que cette instruction pourrait être donnée au préfet? Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, mon cher Claude Raynal. Nous entendons maintenant Philippe Dallier, puis Jean-François Husson. Philippe Dallier. Allô, vous m'entendez? Oui, Philippe. Oui, Philippe. Pas de problème. Merci. Monsieur le ministre, je suis désolé, je n'ai pas pu vous entendre suite au changement d'horaire, donc je ne sais pas si vous avez abordé le sujet, mais je vais vous parler effectivement des crédits du logement en particulier.
et de la dette de l'État vis-à-vis du FNAL. Le report de la réforme des APL pour des problèmes techniques l'an dernier vous a amené en LFR à ouvrir 627 millions d'euros de crédits supplémentaires, et pour autant, la dette de l'État vis-à-vis du FNAL s'est accrue de 273 millions l'année dernière, qui viennent s'ajouter à la dette cumulée les années précédentes. Et j'ai en tête, mais je n'ai pas le chiffre exact, on doit être à peu près aux alentours de 700 millions en cumulé. En 2020, la réforme des APL est reportée sine die, et j'ai cru comprendre qu'elle ne serait pas mise en place eu égard à la situation que nous connaissons. Or, dans les deux premiers PLFR, vous n'avez pas corrigé le tir en matière d'inscription budgétaire. Je ne sais pas si vous le ferez dans le PLFR 3, mais si vous ne le faisiez pas, Monsieur le ministre, on pourrait arriver à une dette qui frôle les 2 milliards d'euros, dette existante, et puis 1 milliard et peut-être plus pour l'année 2020, d'autant que la situation économique et sociale se dégrade et qu'effectivement le nombre d'allocataires pourrait augmenter de manière relativement importante. Donc ça, c'est ma première question. Et j'ai besoin d'une précision par ailleurs, parce que dans le compte général de l'État, il est fait état d'une autre dette qui est relative aux frais de gestion des APL. Et les chiffres qui nous sont donnés sont d'une dette de 137 millions en 2017, de 229 millions en 2018 et de 664 millions en 2019. Et là, on parle bien des frais de gestion et pas des prestations. Donc, est-ce que ces dettes, prestations d'un côté, frais de gestion, se cumulent ou voilà, c'est ça ma question, parce que je crains effectivement que fin 2020, on approche les 2 milliards. Est-ce que la dette sur les frais de gestion est accumulée également? Voilà ma question, Monsieur le ministre. Merci Philippe. Sur ces thématiques habituelles, merci Jean-François Husson, puis Jean Bizet. Jean-François. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, bonjour. Moi, je vais m'en tenir à la loi de règlement de 2019 sur un sujet, vous le savez, Monsieur le Ministre, qui m'est cher, qui est le sujet de l'écologie. Il y a 3 questions. En 2019, en fait, l'exercice aura été marqué par l'intégration du dispositif de la prime à la conversion dans un programme, le 174, ce qui est un inconvénient, me semble-t-il, puisque ça n'est plus financé, ces primes, par les recettes du malus auto. C'est une prime qui a d'ailleurs préalablement été sensiblement transformée, pour ne pas dire rabotée, en juillet 2019, assez brutalement, dans une logique purement comptable, et je m'inscris d'ailleurs dans les propos de Vincent Delahaye au tout début, qui disait il faudrait supprimer les niches inefficaces. Vous avez raboté une niche que j'appelle efficace, mais vous allez encore nous faire le numéro sur les niches, vous le faites souvent. Première question, quel bilan tirez-vous de cette opération qui finalement a consisté à réduire les critères d'accession à la prime parce qu'elle fonctionnait trop bien et d'une certaine manière coûtait trop cher à l'État? Je dois dire que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, les enjeux écologiques et les moyens pour assurer la transition de nombreux domaines me semblent devoir continuer à être une priorité que manifestement vous avez un peu ou même assez sensiblement rabotée. En 2019, par ailleurs, la France a fait l'objet par la Cour de justice de l'Union européenne d'un rappel et d'astreinte parce qu'elle ne respectait pas un certain nombre de normes en matière de pollution atmosphérique. Il y a des possibilités financières qui sont en perspective, sous forme d'astreinte. Où en est-on, où en est la France aujourd'hui à ce sujet? À combien les pénalités sont-elles évaluées et sont-elles provisionnées au bon niveau? Enfin, en lien avec cette deuxième question, l'accident Lubrizol en 2019 fait encore parler de lui. Avec la crise pandémique, on va dire qu'en France, la culture du risque n'est peut-être pas parfaitement anticipée, qu'elle soit sanitaire, mais ça dépasse la France, ou industrielle. D'ailleurs, dans le PLF 2020, dans le programme de prévention des risques naturels, technologiques ou nucléaires, je dirais aucune leçon ne semble avoir été tirée à ce moment-là, puisque aucun crédit supplémentaire, si mes souvenirs sont bons, n'ont été ajoutés, que les crédits ont même baissé.
Comment, à ce stade, justifiez-vous cette position et comment, dans la perspective du projet de loi de finances 2021, entendez-vous remédier à cette situation pour mieux préparer l'avenir? Merci. Merci à Jean-François Husson, Jean Bizet, puis le dernier inscrit, en tout cas à l'instant, Jean-Marc Gabouty. Jean Bizet tout d'abord. Merci, Monsieur le Président. Vous m'entendez? Très bien. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, mes chers collègues. Bonjour, Monsieur le Ministre. D'abord, Monsieur le Ministre, permettez-moi de m'excuser parce que je n'ai pas entendu votre prestation tout à l'heure. J'étais retenu par l'audition de l'ambassadeur d'Allemagne en poste à Paris, M. Meyer-Landru, précisément sur une question qui avait trait à l'euro. Moi, je voudrais vous livrer ma grande inquiétude sur l'avenir, précisément, de l'euro, au regard de deux paramètres importants. D'abord, l'avis de la Cour de justice, de la Cour de Karlsruhe récemment, et puis surtout sur la divergence qui va croissante entre la France et l'Allemagne. Déficit annuel après déficit annuel, un montant, je dirais, de dette que vous savez, et nous traînons le péché originel de la construction de la monnaie unique avec deux visions que je qualifierais d'antagonistes un petit peu, celle des présidents Kohl et Mitterrand qui avaient décidé de prendre une décision politique avant, je dirais, de prendre en compte un minimum de convergence qui était la position à l'époque de Jacques Delors. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes plus en convergence sur beaucoup de points. Et donc, ma question est très simple. Quelles sont, Monsieur le Ministre, les convergences que vous imagineriez mettre désormais rapidement en œuvre pour éviter une fracture franco-allemande que je sens de plus en plus irrémédiable et une relégation de la France dans les pays de l'Europe du Sud avec, pourquoi pas, l'émergence d'un euro à double vitesse, un euro des pays d'Europe du Nord et un euro des pays d'Europe du Sud. Merci de votre réponse. Merci, cher Jean. Et donc, Jean-Marc Gabouty. Jean-Marc, es-tu là? Oui, allô? Oui, Jean-Marc. Oui, nous t'entendons. Oui, merci. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, bonjour, chers collègues. Simplement revenir sur quelque chose que vous avez évoqué, Monsieur le Ministre, qui était la fiscalité affectée, que je suis un peu au niveau de la Commission, étant rapporteur du compte d'affectation spéciale des amendes de police et des amendes de radar. Il me semble que cette fiscalité affectée est parfois qu'une illusion de traçabilité. Et lorsque la source fiscale se tarit, elle met en difficulté les missions qui en sont bénéficiaires. Je ne prendrai que l'exemple de la FIFT, qui est financée par la TICPE, par effectivement le compte d'affectation spéciale amende de radar et une redevance sur les sociétés, des recettes des sociétés d'autoroutes. Vous imaginez ce que ça peut donner sur l'année 2020. Donc, ma question qui est plus générale, est-ce que vous seriez favorable à présenter, je dirais, un projet de réforme en vue de la simplification et de la réduction de l'ensemble du dispositif de fiscalité affectée? Merci, Jean-Marc. Alors, Monsieur le Ministre, nous en avons terminé avec les questions. Vous voyez, mais vous en avez l'habitude, que la liste est assez longue, les sujets diversifiés. Mais j'ai observé avec attention que vous aviez pris des notes tout au long de l'expression de mes collègues, et donc je ne doute pas que, comme vous en avez l'habitude, vous allez pouvoir répondre à chacun et à toutes ces thématiques. Nous vous écoutons avec intérêt. Merci, Monsieur le Président. Peut-être en commençant par les premières questions, bien sûr, Monsieur le sénateur Delahaye a posé plusieurs questions, notamment sur le montant des investissements. Je ne reviens pas sur son introduction pour dire qu'il ne trouvait pas ça normal de les distinguer, d'emprunter pour le fonctionnement. Il a eu l'honnêteté d'évoquer le fait que ce n'était pas nouveau.
Si je prends l'exemple du montant de l'année 2019, donc exécuté, c'est 12,4 milliards pour répondre directement à sa question d'investissement, c'est plus 600 millions d'euros qui ont été mis dans le budget. Les dépenses de fonctionnement, c'est une question qui ne m'a pas posée, mais j'y réponds bien volontiers. 53,5, c'est le montant en milliards des dépenses de fonctionnement, et c'était 54,1 en 2018. Il constatera donc qu'il y a eu plus de 600 millions d'euros d'investissement et moins de 600 millions d'euros de fonctionnement, même si évidemment le budget de l'État ne fonctionne pas comme le budget que nous connaissons dans les collectivités locales. Loi de programmation des finances publiques, je n'y ai pas répondu parce que je crois que chacun voit. D'abord ici, que ce n'est pas au ministre des Comptes publics sans doute de faire ses annonces à monsieur le président de la Commission des finances et au rapporteur général, puisque le Premier ministre leur a écrit en automne dernier pour dire qu'il inscrirait notre programmation des finances publiques dans l'année 2020. À l'époque, il n'y avait pas encore le Covid, mais il y avait deux grandes incertitudes qui le poussaient à ne pas présenter les choses au Parlement en septembre-octobre 2019. C'était l'incertitude du Brexit et l'incertitude du débat sur les retraites. Entre-temps, les incertitudes se sont plutôt accélérées et même agrandies avec la question du Covid. Donc, je ne peux pas répondre à la question, j'en souhaite une à titre personnel, mais je vois bien en quoi c'est prématuré de l'évoquer, et notamment à la date à laquelle on pourrait l'évoquer, vu que les critères et les difficultés changent quasiment au jour le jour et à coup de milliards, voire à coup de dizaines de milliards en recettes et en dépenses. Cependant, je voudrais rassurer le Parlement, il est bien prévu un débat sur l'orientation des finances publiques sur lequel le gouvernement va évidemment avoir une prospective. Il était prévu fin juin, il ne sera pas reporté, et donc on aura sans doute l'occasion à ce moment-là, en même temps que le PLFR 3 très certainement, d'évoquer par M. le Premier ministre la loi des finances, de programmation des finances publiques qui est effectivement nécessaire, mais dont les chiffres que nous pourrions donner aujourd'hui seraient tout relatifs, chacun le comprendra, et mériteraient sans doute d'être largement modifiés si nous allions trop rapidement. Sur les niches fiscales, notamment la question sur les dépenses vertes qu'a évoqué Olivier Dussopt. Je me suis engagé devant le Parlement, et je vous ai écrit en vous donnant copie du rapport que j'ai commandé à l'Inspection générale des finances, de construire un budget vert pour que le Parlement puisse effectivement regarder ce qui relève des dépenses et des recettes, non pas simplement du point de vue comptable, c'est évidemment très important, mais de l'efficacité de la politique publique en termes d'impact sur l'environnement. Qu'a montré le rapport de l'Inspection générale des finances, salué par toutes et tous et aidé par de très nombreuses ONG, par des parlementaires, mais aussi par des cabinets privés. Nous sommes les seuls à avoir mis en place ce budget, ces lectures budgétaires comme cela. Je me suis engagé qu'en 2021, nous puissions le généraliser dans les documents que nous offrons. C'est que, d'abord, il était très compliqué, a priori, d'avoir une réponse claire sur qu'est-ce qu'une dépense polluante, qu'est-ce qu'une dépense pas polluante. Je m'explique. Si vous construisez 1 kilomètre de chemin de fer, vous pouvez considérer que c'est une dépense qui est verte, puisque évidemment elle diminue le nombre de gaz à effet de serre. Mais si votre critère c'est la biodiversité, construire 1 kilomètre de chemin de fer nouveau, c'est pas bon signe pour la biodiversité. Le nucléaire, deuxième exemple, chacun considérera que ça peut être une dépense verte, beaucoup moins de CO2, quasiment pas. En revanche, d'un point de vue des déchets, c'est pas très bon pour l'environnement. Donc, c'est un débat qui n'est pas très simple, même s'il est très intéressant et le gouvernement l'aura avec nous. Qu'est-ce qu'on s'est aperçu de particulier? C'est que les niches fiscales, notamment les dépenses fiscales, étaient particulièrement brunes. Ce n'est pas un hommage à la secrétaire d'État et en charge de l'écologie, c'est bien évidemment pour s'opposer au fait qu'elles n'étaient pas vertes, et notamment, ça déplaira sans doute à un certain nombre de parlementaires, et peut-être même d'ailleurs un certain nombre de responsables politiques, les dépenses fiscales qui relèvent du logement, de l'artificialisation des sols, de la façon dont on ne construit pas la ville sur la ville, et nous connaissons plein de dispositifs sur lesquels nous avons souvent des débats. Est-ce qu'ils aident ou pas à la construction de logements? Et dans certains points de vue, ils l'aident, bien évidemment, dans des territoires qui connaissent des difficultés pour construire du logement, pour avoir des propriétaires. Et bien, nous voyons que 75% des dépenses fiscales sont des dépenses négatives pour l'environnement. Mais le choix, et c'est un choix politique éminemment, monsieur le sénateur Delahaye, si nous partons du principe que nous jugeons les dépenses fiscales ou les dépenses tout court qu'à l'aune de l'environnement, c'est sans doute un choix de civilisation très important. Il faut savoir que ça peut avoir des défauts, et des défauts notamment sur la construction de logements. Et vous savez mieux que personne, pour avoir plus d'expérience que moi, que la politique, c'est toujours choisir entre deux difficultés. Mais vous aurez ces documents, et vous avez déjà dans le rapport d'instruction générale
si vous ne l'avez pas reçu, cela m'étonnerait, je peux vous le renvoyer, déjà un certain nombre d'éléments sur le budget étudié en 2018 sur plusieurs ministères, dont des ministères qui auront le plus de dépenses fiscales. Monsieur le sénateur Collin a évoqué plusieurs questions sur notamment le rebond de consommation suite à une sur-épargne. Bon. C'est évidemment une question très intéressante de voir que les Français, alors pas dans leur totalité, mais il y a évidemment des différences entre Français, des gens qui connaissent des difficultés sociales extrêmement fortes dans le moment que nous vivons, mais que beaucoup de Français ont épargné, et même ont plus épargné que d'habitude. J'ai compris que le mot de 60 milliards d'euros avait été évoqué. On voit donc bien qu'ils ne consomment pas, peut-être parce qu'il y avait moins de tentations de consommation. Quand on est confiné, que la plupart des magasins sont fermés, on peut tout à fait comprendre qu'on consomme moins. Bon, c'est une épargne, entre guillemets, forcée. Mais il y a aussi beaucoup d'épargne de précaution, de gens qui ont peur de l'avenir, de peur de perdre leur emploi, de peur que l'entreprise ferme, de peur de l'avenir du reconfinement. Et donc, nous devons lutter contre cette absence de confiance. Et je pense que, personnellement, le grand problème que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas un problème de surfiscalisation, de sous-fiscalisation, c'est un problème de confiance. Remettre les entrepreneurs dans le côté de ceux qui investissent, remettre les investisseurs du côté de ceux qui font confiance à notre pays, et remettre les consommateurs du côté de la consommation et pas du côté de l'épargne. Quelles mesures doit-on prendre? Moi, je ne pense pas que ce soit des mesures fiscales qui vont forcer les gens à consommer. Ça a montré son peu d'efficacité. Nous devons montrer aux Français, montrer aux entreprises qu'ils peuvent avoir de nouveau confiance dans l'économie du pays et qu'ils doivent continuer à être dans le marché de l'immobilier, qu'ils doivent continuer à investir, qu'ils doivent continuer à consommer. On a eu le même problème, alors un peu moins grave, vu les montants, au moment de la crise des Gilets jaunes. Les annonces faites par le gouvernement ont été des annonces très fortes pour mettre tout le pouvoir d'achat des Français, et il y a eu pendant plusieurs mois les augmentations de pouvoir d'achat des Français ne s'est pas traduit dans une augmentation forcément de la consommation, mais dans une augmentation de l'épargne, comme s'ils ne croyaient pas que les impôts allaient continuer à baisser, parce qu'on aura fait plusieurs fois le coup, et comme s'ils ne croyaient pas que le gouvernement allait continuer son travail auprès des gens qui travaillent. Et puis à ce coup, il y a eu un déblocage, et nous avons connu des recettes fiscales très importantes sur la TVA, notamment. Donc, je pense que, comme toujours, l'économie n'est pas qu'une science dure, c'est aussi une science comportementale, et que nous devons donner confiance. Ça passe notamment par le fait que nous répétons, et je répète, que l'option prise par le gouvernement et celle que je porte au sein du gouvernement avec d'autres, ce n'est pas d'augmentation d'impôts. Voilà. Et ce n'est pas le décalage non plus des baisses d'impôts qui étaient prévues. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je réponds comme ça aussi à votre question sur la baisse de la TH. La baisse des recettes fiscales. Alors là, c'est peut-être l'occasion de répondre à la fois à vous-même, monsieur le sénateur, mais également à monsieur Guéné, à monsieur Reynal, et à tous ceux qui ont évoqué des collectivités locales. Je sais que ça traverse chaque sénateur, donc j'y réponds bien volontiers. Les collectivités locales vont connaître dans un temps court, pour une partie d'entre elles, et 2021, pour une plus grande partie d'entre elles, des difficultés qui sont liées à leur baisse de recettes. Cependant, 70% des recettes des collectivités locales, c'est évidemment très macroéconomique ce que je dis, il y a des différences entre communes, entre types de collectivités, leurs recettes ne sont pas liées à l'activité économique. La taxe d'habitation, même la taxe foncière, les dotations de l'État ne sont pas liées à l'activité économique. Donc, il y a 70% de leurs recettes qui ne bougera pas. 30% des recettes vont bouger. Bien. Parmi ces recettes, il y a plusieurs types de collectivités. Il y a celles dont on a assuré par un plancher, dont la loi a assuré par un plancher, le fait qu'on ne descendra pas en dessous de ce qu'avait promis le gouvernement. Par exemple, pour la TVA pour les régions, il y a une référence qui est celle de l'année 2017, et même si la TVA s'écoule absolument, les régions sont assurées d'obtenir un plancher. Par exemple, dans la réforme de la taxe d'habitation, il y a un plancher, nous avons même négocié longtemps entre nous sur ce point, pour qu'il y ait une référence, et d'ailleurs, ce qui me fait dire que, heureusement qu'il y a la réforme de la taxe d'habitation et que demain, les départements vont toucher plutôt de la TVA que de la taxe foncière sur le foncier bâti, parce que d'une part, le foncier bâti, dans 2-3 ans, quand il y aura, s'il y en a, des faillites économiques, moins d'entreprises dépaieront sur les territoires, et c'est souvent les territoires les plus pauvres qui ont moins de recettes fiscales. Et par ailleurs, vous aurez constaté comme moi que ce plancher, on pourra en discuter assez longuement ici, va permettre d'avoir des recettes qui, malgré tout, seront assurées sans augmenter les taux, parce que souvent les départements, et notamment les plus pauvres, je suis élu d'un territoire qu'on pourrait qualifier de pauvre, augmentent les taux de ceux qui restent, et donc diminuent encore plus la compétitivité de l'économie territoriale,
sans régler les problèmes sociaux, puisque pour les départements, les questions sociales se posent évidemment en même temps que celles de leurs recettes. Et en troisièmement, favorise donc les départements les plus riches qui, eux, ont la possibilité d'avoir un peu plus de matelas, si vous permettez cette expression. Pour revenir sur ces questions de recettes, elles vont baisser. Ce sur quoi nous travaillons, et ce n'est pas un arbitrage, mais je me dois de répondre honnêtement à la question que vous posez, c'est plutôt une compensation des recettes perdues que des dépenses engagées demain. À des exceptions, bien évidemment. Vous aurez bien compris que sur les masques, par exemple, le Premier ministre a pris une décision 50-50 d'aider les collectivités qui achetaient des masques. Bien. Mais sur les recettes, et nous avons missionné le député Cazeneuve qui doit dans quelques semaines rendre son rapport à la ministre Gourault et à moi-même sous l'autorité du Premier ministre, nous sommes en train d'imaginer alors même que rien ne l'oblige et que l'autonomie financière, souvent rappelée par les parlementaires, doit être respectée. Et plus conforme encore à l'autonomie financière, nous pensons que nous pouvons compenser une partie des recettes qui n'est pas prévue par la loi. Je prends l'exemple des droits de mutation. Les droits de mutation vont connaître un effondrement très fort, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de vente aujourd'hui en ce moment, il n'y en aura pas sans doute tout de suite demain. Les départements, bien sûr, les communes intercommunalités aussi, pour avoir une baisse très forte de droits de mutation. Sans doute faut-il que le gouvernement, alors problème, le laisse prévoir. Et en 2009, personne n'a fait ça. Personne n'a compensé les recettes des collectivités locales qui avaient été perdues lors de la crise de 2009. Ben, nous réfléchissons à la possibilité de compenser et de proposer au Parlement de compenser une partie de ces recettes. Quelle est une référence? Ce qu'il faut faire sur plusieurs années. C'est un débat qu'on doit encore avoir avec les collectivités locales que je réunis souvent avec la ministre au bureau. Mais c'est plutôt le point sur lequel on va. De ce point de vue, monsieur le sénateur, moi je ne suis pas favorable du tout, alors pas du tout, à inscrire toutes les dépenses des collectivités en une sorte de passe-passe comptable, on mettrait tout dans l'investissement. On ne va pas mettre le gel du droit alcoolique dans l'investissement. On ne va pas mettre le salaire des agents que les collectivités locales viendraient à embaucher pour mettre la distanciation sociale dans les cantines en investissement. Ou alors la section investissement et la section fonctionnement ne veut plus rien dire. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Au début, on est un peu content parce que la vérité, c'est qu'on fait de la marge pour pouvoir faire de l'investissement plutôt que du fonctionnement et de pouvoir emprunter. Mais enfin, on va avoir un problème dans 2, dans 3, dans 4, dans 5 ans, notamment avec les agences de notation qui notent, vous savez bien, le budget des collectivités locales. Et la grande collectivité locale pourra se permettre d'avoir un peu arrangé les comptes, si j'ose dire, parce que c'était l'urgence. Nous l'avons d'ailleurs autorisé pour les subventions versées. C'est une exception à la règle que je vais vous dire, notamment dans le fonds d'indemnisation pour les régions. Et pour les petites collectivités, ce ne sera pas possible, parce qu'il n'y a pas d'argent magique, c'est comme de l'emprunt. On va donc différer comme va plus tard les recettes qui ne sont pas rentrées. Et donc, nous préférons travailler sur, d'une part, la compensation d'une partie des recettes des collectivités. Demain, le Premier ministre fera peut-être une annonce sur les collectivités touristiques, celles qui ont des hippodromes, celles qui ont des taxes de séjour qui sont très importantes dans leur fonctionnement. Ce n'est pas le cas, je le regrette, à Tourcoing, même si c'est un très beau lieu de villégiature. C'est sûr que c'est plus compliqué à Deville, à Fécamp, à Biarritz et à Bonifacio. C'est une évidence. Et les taxes de séjour qui s'effondrent, c'est pire à Bonifacio qu'à Tourcoing. C'est absolument vrai. Il faut peut-être qu'on réagisse sur ce point. Et puis, deuxièmement, sur la discussion comptable, nous avons proposé aux collectivités locales, aux associations d'élus qui semblent l'accepter, soit de faire un budget annexe qui permet de mettre les dépenses, fonctionnement, investissement au Covid et de bien pouvoir les identifier, soit de faire un compte dédié, qui est l'équivalent du budget annexe en plus simple, et qui permet notamment aux petites collectivités de ne pas créer l'ingénierie compliquée des budgets annexes. C'est plus facile à faire dans une grande ville que dans une petite. En tout cas, nous trouvons un consensus en ce moment, je crois, avec les associations d'élus sur ce point, et je voudrais les remercier dans l'esprit dans lequel nous travaillons avec la ministre Gourault, Olivier Dussopt et Sébastien Lecornu. J'étais un peu long, je m'excuse, Monsieur le Président, mais comme ça, j'ai répondu à beaucoup de questions sur les collectivités locales. Je sais que ça intéresse votre Assemblée. Sur le casse pension, je n'ai pas les données 2019, mais je les fournirai bien volontiers à Madame la sénatrice, que je ne vais pas oublier, bien évidemment, et je le ferai très rapidement. Sur la Polynésie, nos amis polynésiens ont raison de se poser des questions. Alors, le souci de la République, je l'ai dit au président Fritsch, et je le dis aux parlementaires que vous représentez par la voie de la question que vous posez, ce n'est pas de laisser tomber, évidemment, les gouvernements autonomes du Pacifique. D'ailleurs, nous ne l'avons pas fait pour la Nouvelle-Calédonie, puisque nous avons fait, vous l'avez vu, en PLFR numéro 2, des aides d'emprunt, de prêts, notamment par l'AFD. Ça a beaucoup aidé le gouvernement de Calédonie. Cependant, nous devons aussi respecter l'autonomie de ces territoires du Pacifique. Et notamment, toutes les questions sociales relèvent de l'intégralité de la souveraineté, permettez-moi de le dire avec des guillemets, du gouvernement polynésien. Et nous avons offert au président Fritsch la possibilité de faire effectivement comme la Nouvelle-Calédonie et d'avoir des prêts
qui garantissent l'autonomie de compétences, évidemment, de la Polynésie française, et qui permet d'avoir une solidarité nationale avec ce territoire qui, évidemment, est aussi touché par les questions que nous évoquons, même si dans le cas de la Polynésie, comme dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, mais parlons de la Polynésie, des réformes sociales sont aussi entreprises par les gouvernements. Il faut saluer d'ailleurs le courage du président Fritsch et de son équipe à la tête de la Polynésie. Et donc, oui, Madame la sénatrice, le gouvernement a proposé et acceptera donc, on doit encore discuter un petit peu, dans le PLFR numéro 3, une aide à peu près similaire, mutatis mutandis, à ce qui existe à Nouvelle-Calédonie. Et donc, si nous continuons à aboutir dans quelques jours aux discussions constructives et responsables que le président Fritsch a toujours eu avec le gouvernement de la République, évidemment, nous serons aux côtés des Polynésiens, bien évidemment. Monsieur Bazin a posé la question de la prime d'activité. Alors, en s'étonnant du fait de la sous-budgétisation, je voulais faire constater qu'on est quasiment effectivement à 10 milliards et quand on est à quelques centaines de millions près, on n'est quand même pas tout à fait loin de la vérité. Je veux dire à monsieur Bazin que la vérité, c'est que la reprise économique a été très forte en 2019, beaucoup plus forte que les prévisions même du gouvernement. Et que la prime d'activité, c'est quelque chose qui se touche entre 0,5 et 1,3 SMIC, et que donc il a fallu, parce que c'est automatique désormais, c'est plus une demande avec un taux de non-recours qui existait auparavant, et ça correspond exactement à la promesse du président de la République, 200 € de plus au SMIC pour un travailleur qui reprend le travail. Et donc effectivement, ces millions d'euros supplémentaires n'ont pas été une sous-évaluation du gouvernement, mais correspondent, vous le regarderez, au chiffre de la reprise de l'emploi de l'époque. Et chacun voit qu'il y a eu une baisse très importante du chômage dans l'année 2019. Voilà pourquoi le travailleur qui reprend un travail avait plus de dépenses publiques générales avec la prime d'activité. D'ailleurs, les sénateurs pourraient légitimement s'interroger sur un système qui consiste à avoir la baisse de ces dépenses sociales quand on reprend un travail, moins d'assurance chômage, et plus de dépenses sociales, parce que c'est une prestation sociale, la prime d'activité, qui est logée dans le budget de M. Véran et pas dans le budget de Mme Pénicaud. Elle a été inventée au début comme une prestation sociale donnée par le CAF. Vous avez tout à fait raison de l'évoquer. D'ailleurs, on a augmenté le nombre de TP dans les CAF. Il y a quelque chose parfois d'antinomique de dire le chômage baisse, donc vraiment de prestation sociale, mais en fait, les dépenses sociales augmentent parce qu'il y a la prime d'activité qui va avec un prix du travail. Mais en même temps, c'est une façon d'aider, évidemment, ceux qui travaillent par rapport à ceux qui ne travaillent pas. Vous avez évoqué la question de 2020. C'est très compliqué de répondre à votre question, monsieur le sénateur. Je ne pourrais pas m'y attarder. Ne serait-ce que peut-être qu'il y aura quelques économies de constatation trouvées dans tel ou tel budget du fait, effectivement, de la moindre reprise d'activité par des gens qui étaient au chômage et qui retournent à un emploi. On a malheureusement à craindre des gens qui avaient un emploi qui retournent au chômage du fait de la crise. Je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui, peut-être on l'aura dans le DOF, un peu plus d'éléments sur les montants mis sur la prime d'activité. Je rappelle quand même que la prime d'activité est passée de 3 milliards à quasiment 10 en l'espace de 3 ans. C'est qui est une question quand même intéressante en termes de finances publiques. Vous avez évoqué la question de la prime sociale en disant peut-être que les 880 millions d'euros prévus n'étaient pas nécessaires, n'étaient pas assez. Je ne sais pas, je ne peux pas encore vous le dire exactement. Ce qui est sûr, c'est que nous avons prévu 1,7 milliard encore dans les dépenses imprévisibles et accidentelles, article 7 de la LOF, que vous avez eu la gentillesse de vouloir accepter tout en les contrôlant, puisque je dois rendre un rapport quasi hebdomadaire au président de la commission des finances à leur demande, et c'est bien légitime. Et donc, nous avons les moyens de mettre les crédits s'il devait en manquer, sans convoquer de PLFR et sans faire de décret d'avance devant les primes évoquées. Sur les fonds européens, je n'ai pas la réponse en tant que telle, mais je veux bien, après un rapport chez Mme Monchalin, te vous la faire parvenir, bien évidemment. Le ministre Carucci, dont je remercie d'avoir salué le temps de jeune homme que je peux encore avoir, et me trouver de souriant, je ne le vois pas, mais j'espère qu'il a le même teint, évoque la question de l'efficacité des mesures Gilets jaunes. Il appartient sans doute au Parlement d'évaluer, monsieur le ministre, l'action gouvernementale. Mais moi, je crois que les choses, parfois décidées, vous l'avez dit, avec rapidité, d'abord a été exécutée avec une grande dextérité par l'administration française, régulièrement par celle qui est sous mon autorité, mais aussi a permis d'améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens, notamment de ceux qui travaillent. Prenons 2 exemples. 100 € d'augmentation au SMIC a été fait immédiatement, et je crois que tout à l'heure ça a été salué, ça se traduit budgétairement. Les gens ont repris le travail et il y a plus d'intérêt à travailler qu'à ne pas travailler. Ça doit vous rappeler, je crois, un peu d'histoire politique commune, monsieur le ministre. Et puis d'autre part, la baisse de l'impôt sur le revenu
avec, merci d'avoir posé aucune question finalement sur l'impôt à la source, parce que je vois que l'aile droite de l'hémicycle finalement est désormais très candidate à l'impôt à la source, puisque ça s'est relativement bien passé au point qu'effectivement on a eu des recettes supplémentaires sans augmenter les impôts. L'impôt sur le revenu, à partir du mois de janvier de cette année, aide quand même aujourd'hui nos concitoyens. Aujourd'hui, ils remplissent leur déclaration de revenus à payer moins de fiscalité, surtout lorsqu'ils travaillent, puisque vous avez compris que c'était ciblé sur les 2 premières tranches. Donc je crois que les mesures gilets jaunes ont démontré leur efficacité. Voilà, après, il appartient évidemment au gouvernement de produire les rapports qui permettront au Parlement de l'évaluer plus que ça. Sur l'audiovisuel public, bon, je ne vais pas reprendre une discussion de M. Carochi qui m'a valu quelques soucis, mais je reste persuadé que ma conviction est la bonne. C'est-à-dire que la façon dont aujourd'hui est financé l'audiovisuel public ne correspond plus exactement à la façon dont il devait être financé il y a 15, 20 ou 30 ans, qui était sans doute une très bonne façon de le faire. Rajouter au fait que comme on supprime la taxe d'habitation, se pose la question de savoir comment on adresse cette redevance, et que la plupart des gens de ma génération, mais je suis sûr de la vôtre également, monsieur le ministre, regardent la télévision ou écoutent la radio autrement qu'avec la pause de télévision. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas l'impression d'avoir été particulièrement révolutionnaire, mais je comprends que c'est une question qu'il faut continuer à poser. Le ministre de la Culture y travaille, nous l'aidons, évidemment, et peut-être que les comparaisons internationales vont nous aider à aider le secteur public à bien fonctionner. Les économies existent dans l'audiovisuel public, et c'est fait, 50 millions à peu près, me semble-t-il, par an. Vous dites que là, ils ont du mal à faire des économies en ce moment. Je crois que je vous laisserai la responsabilité de votre rapport. Ce qui est certain, c'est que je constate que dans les chaînes privées, il y a moins de recettes publicitaires, alors qu'il y a des audiences extrêmement élevées, et que je crois que des plans d'économie sont faits. J'ai confiance dans les responsables de France Télévisions et de Radio France pour, bien sûr, être en commande des réformes courageuses, et je crois qu'ils le sont. Je crois qu'ils le sont, et je laisserai votre rapport, que je lirai attentivement à la ministre de la Culture, avancer encore plus sur la question de la redevance, si elle devait encore se poser. Monsieur Guéné a évoqué beaucoup de questions sur ces collectivités locales, je pourrais y avoir répondu, mais il y a quelques évocations que je n'ai pas pu faire. Il a posé la question des décalages de CP et d'AP, chacun le regrette. On voit bien en plus, sur la DSIL et sur la DETR, en quoi c'est compliqué, effectivement, aujourd'hui de savoir comment les choses vont être dépensées. Et une chose peut être ajoutée, monsieur le sénateur, vous connaissez très très bien ces questions, les années électorales ne sont jamais très bonnes pour l'investissement, et les années électorales où les élections ne sont pas sûres de se tenir à des dates fixes, si vous voyez ce que je veux dire, sont encore moins bonnes. La décision prise par le président de la République et le Premier ministre d'autoriser, après l'avis du Conseil scientifique, la réunion pour 30 000 communes qui ont été élues au premier tour d'élire leur maire, va permettre, je crois, de débloquer un certain nombre de sujets d'investissement, et notamment pour les plus petites d'entre elles. Il est rare que les grandes communes soient élues au premier tour, et donc il y a quand même encore un peu d'attente au BTP. Mais il n'y a pas que la crise qui explique les difficultés des investissements et l'utilisation de ces consommations d'investissement. Il y a aussi des années électorales, et malheureusement, une année électorale totalement décalée et parfois un peu confuse pour les responsables municipaux. Chacun peut le comprendre. Donc, est-ce qu'il y aura liberté, d'ailleurs donnée au préfet pour répondre à la question de M. Rénal? Je n'ai pas autorité sur les préfets pour cette question des dotations d'investissement qui relèvent exclusivement de Mme Gouraud et de M. Lecornu, mais j'ai cru comprendre de M. Lecornu qui s'est exprimé plusieurs fois pour dire qu'on garderait l'enveloppe globale et qu'on serait très souple pour qu'elle soit le plus rapidement possible consommée, quitte à ce que les préfets puissent effectivement accompagner des choses qui n'étaient pas prévues. Voilà, une fois que je vous ai dit ça, je pense que vous avez compris qu'effectivement les ministres, qui sont tous les deux des élus locaux, voient bien l'intérêt de laisser la plus grande liberté territoriale. Je rappelle d'ailleurs que normalement les parlementaires doivent être associés à ces décisions sur la DETR et la DSIL. C'est le souhait du gouvernement. Il faudra sans doute le rappeler, mais je sais que vous le faites sans doute en Haute-Garonne, le cas à votre préfet. La question a été posée par M. Guéné aussi sur les collectivités qui avaient demandé des avances de fiscalité. À ma connaissance, il y en a 21 qui se sont exprimés auprès de la Direction générale des finances publiques. Avouez que sur 36 000, c'est un chiffre acceptable. Et pour 18 millions de demandes d'avance de fiscalité. J'ai autorisé des avances avec le ministre en charge de la DGCL, également sur les dotations s'il devait y avoir des problèmes. Il n'y a pas encore eu de sujet. Je constate d'ailleurs qu'on est à quasiment 50 milliards de trésorerie pour les collectivités locales au moment où je vous parle. C'est une trésorerie importante. Et que ceux qui regardent encore ce qui se passe dans leur commune d'élection naturelle ont vu que les deuxièmes de fiscalité ont été versés à l'heure. Et donc, l'État n'a pas fait de cavalerie sur la trésorerie des collectivités locales
c'est un point très important à souligner. Sur la FCTVA et finalement le sujet de la reprise de l'idée du président Sarkozy qui avait bien marché en 2009, je rappelle que les conseils municipaux ou toute autre collectivité devaient prendre une délibération pour utiliser cela. Ça peut être intéressant, c'est demandé notamment par l'AMF. Nous sommes prêts à l'étudier, notamment dans le cadre du plan de résilience ou du plan de relance. C'est quand même 6 milliards d'imputation budgétaire, mais c'est vrai que ça aide la fiscalité, l'investissement local. Sans doute pas cette année, je pense que je vous le refuserai, parce que comme ils n'ont déjà pas encore consommé leur dotation d'investissement pour faire discussion précédente, c'est peut-être pas la peine de rajouter, ça ne servirait pas à grand-chose. Peut-être pour 2021, qui serait sans doute une année où les élus seront pour la première fois réélus avec une année pleine, et ça peut être l'occasion de remettre un peu d'argent dans la boutique. À ceci près qu'il faut bien voir que ça a fusillé un coup. Une fois que vous avez fait ça, évidemment, ce n'est pas forcément quelque chose qui se refait chaque année. D'ailleurs, ce n'est pas ce qui a été fait par les gouvernements précédents. Mais pourquoi pas, et on y travaille, et sans doute on aura une réponse définitive une fois qu'on aura terminé de discuter avec l'AMF. Les impôts de production, est-ce que ce n'est pas le moment de laisser tranquille les collectivités locales? Je pourrais vous répondre, est-ce que ce n'est pas le moment d'aider les entreprises? Parce que les impôts de production, ils sont payés à qui? À part la C3S qui est payée à la Sécu, ils sont payés aux collectivités locales. J'ai bien compris que le président Baroin, notamment, avait mis une ligne rouge et m'a évoqué plusieurs fois, a écrit au Premier ministre, au ministre de l'économie, que si nous touchions aux impôts de production, c'était vraiment quelque chose que l'AMF n'accepterait absolument pas, en tout cas son président. Voilà, les décisions sont entre les mains du président de la République. Je crois que nous avons déjà dit plusieurs fois que ces impôts de production grévaient la compétitivité de nos entreprises, et notamment dans les territoires les plus industriels, et étaient parfois des impôts assez absurdes et alourdissaient le coût de la fabrication. Au moment où on veut relocaliser dans notre pays, il m'apparaît assez contradictoire de vouloir pas du tout toucher cette imposition et vouloir absolument que tout le monde revienne fabriquer des masques, des médicaments et de tout produit dans le territoire national. Il va falloir faire un choix de politique économique, mais il ne m'appartient pas de rendre des arbitrages qui n'ont pas été rendus au plus haut sommet de l'État, mais c'est évidemment une question très intéressante. Monsieur Carcenac, vous m'avez demandé si j'étais d'accord avec Monsieur Soubi, soulignant d'ailleurs qu'il avait été conseiller du président Sarkozy. Je l'entends. Il m'arrive d'avoir des désaccords avec les anciens conseillers du président Sarkozy. Moi, je ne suis pas favorable à la surfiscalité, et je ne suis d'ailleurs pas favorable, Monsieur Soubi, à Monsieur Carcenac, à l'idéologie fiscale. L'ISF, je sais ce que ça donne dans ma région, la fuite des gens qui avaient du capital dans d'autres pays, de l'autre côté de la frontière. Et nous, on a gardé le chômage et les autres pays ont pris la richesse. Je répète que pour ma part, je ne suis pas favorable à un impôt sur le capital. Le président de la République a eu l'occasion d'avoir ce courage de supprimer, conformément à sa campagne présidentielle, ce que n'ont pas fait ma famille politique auparavant, et je regrettais cet impôt totalement idéologique, que personne ne nous a copié. Il n'avait pas à faire de brevet sur le sujet, personne ne prenait la création. Je constate d'ailleurs que, quand on a évoqué les sujets de recettes, vous ne l'avez pas relevé, mais c'est 2,8 milliards les recettes supplémentaires par rapport au PLF prévu de 2019 sur l'augmentation de l'IFI en recettes et sur l'augmentation du PFU. C'est quand même intéressant. Plus on baisse l'impôt, plus on a de recettes, manifestement, sur ces sujets. Un gouvernement, demain, j'ai l'occasion de le dire en sens public, un peu idéologique, aura l'occasion de remettre sans doute l'ISF, si jamais il le souhaite, et augmenter le PFU. Alors, le rendement va être super dans le PLF, et je prends mon pari qu'au bout de 2 ans, dans les lois de règlement, vous constaterez que ça s'est effondré, parce qu'évidemment, nous ne sommes pas dans un monde fermé. Donc, je ne suis pas favorable, je le redis, à l'impôt sur la fortune, nouvelle formule, même améliorée. Vous avez évoqué la question de l'immobilier de l'État. Je rappellerai que nous avons beaucoup mis déjà d'argent sur ce point, notamment sur les cités administratives, puisque j'ai eu l'occasion d'annoncer beaucoup de constructions d'hôtels administratifs pour améliorer la vie des agents, pour faire des choses très économes en termes d'environnement. Ma région, par exemple, connaît une nouvelle cité administrative à Lille, une nouvelle cité à Amiens. Je vais signer dans quelques heures la cité administrative de Lyon. J'ai pu dire que le maire de Nancy a pu réhabiliter sa cité administrative. C'est le cas également dans les territoires du sud de notre pays. Donc, nous faisons déjà beaucoup de choses, et merci de participer avec d'autres dans ce conseil de l'immobilier. Pour les remarques de la Cour des comptes, c'était juste, et donc nous avons repensé ce qui était nécessaire, et j'ai demandé au nouveau directeur de l'immobilier de l'État, M. Restandi-Bernard, qui a été nommé récemment, de pouvoir appliquer les rapports de la Cour. Je n'ai pas connaissance, M. Carcenac, de difficultés de recrutement
pour l'équipe de data scientists sur le data naming. Ils sont une trentaine aujourd'hui, ça correspond exactement à ce qui était prévu. Et d'ailleurs, vous aurez constaté que dans le budget 2020, nous avons à la fois augmenté les effectifs et les crédits sur ce sujet. Je pense que le DGFiP a eu l'occasion de l'évoquer devant vous. Des questions ont été évoquées sur le force. Tout à l'heure, notamment sur Mme Lavarde, je crois, elle a également parlé de l'immobilier d'État. Je ne vais pas y venir, je viens d'évoquer. Elle a posé la question du FTAP, auquel elle a d'ailleurs participé lorsqu'elle a fait CAP 22, et je l'en remercie de sa contribution. On n'a pas changé le critère, Madame la sénatrice, et on a bien eu à peu près 40 millions d'euros pour tant de projets. Et nous partons toujours du principe qu'il faut évidemment faire des économies d'efficience par ces nouveaux projets. Pôle emploi, enfin, vous les connaissez sans doute, a fait des projets très intéressants qui améliorent le service public et qui permettent de moins dépenser d'argent. Je pense que c'est ce qu'on devrait tous imaginer. Monsieur Reynal a évoqué la question de l'imposition. Je ne vais pas y revenir. J'ai répondu, je crois, à Monsieur Carcenac, et je ne partage pas son idée que quand il y a un problème, il faut créer un impôt. Et sans doute, notre culture politique est assez différente, et c'est d'ailleurs assez normal. Sur les collectivités locales, je crois avoir beaucoup répondu à ces questions par intermédiaire à la réponse que j'ai pu faire tout à l'heure. Et sur les libertés laissées au préfet, je crois que j'ai également répondu. Je ne reviens pas sur son analyse parfois préhistorique des raisons de qui, de M. Sarkozy, de M. Hollande, a fait plus de problèmes de son point de vue. Je sais que c'est un débat qui est lancinant, puisqu'à chaque fois il me le répète, et peut-être que ce rappel est nécessaire à chacun, mais c'est d'ailleurs pour ça que sans doute que son candidat n'a pas pu se présenter, c'est qu'il a dû avoir un bon bilan, notamment en termes de finances publiques. Sur les questions de M. Dallier, qui sont assez techniques, mais comme d'habitude très spécialisées logement, les frais de gestion, à ma connaissance, étaient 333 millions en 2019 et 339 millions en 2018. Et ça inclut dans le calcul, puisque c'était sa question, la dette finale. Donc, je crois qu'on pourrait, puisqu'il est spécialiste des questions et qu'il n'a pas trouvé la réponse, et quand il pose la question, c'est que cette réponse n'était pas écrite, préciser les choses peut-être dans les prochains documents budgétaires. Je crois qu'effectivement, il a raison de demander. Sur le frais de gestion des APL, j'avoue ne pas connaître avec précision la réponse, mais s'il me le permet, je lui adresserai la réponse ou je demanderai à M. Normandie de se rapprocher de lui, que lui confirme que la contemporanisation des APL n'est pas prévue pour tout de suite et est reportée de nouveau. Sur l'écologie, je comprends bien les questions de M. Husson, mais j'ai du mal à suivre son raisonnement. Il consistera à penser qu'on a fait des économies budgétaires sur les primes de conversion. Je crois, M. Husson, que les documents budgétaires, alors simple lecture, vous démontre que vous avez tort. Il y a eu un dispositif qui a très bien marché. Est-ce qu'il a trop bien marché par rapport aux imputations comptables? Manifestement, puisque par ailleurs, je le rappelle, il fallait vraiment prendre une disposition législative pour remettre de l'argent. Nous avons continué à mettre de l'argent, beaucoup plus que prévu dans le budget 2019, beaucoup plus que prévu. On n'a fait aucune économie dans les chiffres constatés sur la conversion. Simplement, il a fallu effectivement dire qu'au bout d'un moment, nous ne pouvions plus aider autant ceux qui le souhaitent auprès des concessionnaires parce que la consommation avait été faite. Est-ce qu'on n'a peut-être pas été assez ambitieux en disant que notre projet fonctionnait trop bien? C'est la reproche que vous pouvez nous faire. Mais il n'y a pas d'économie budgétaire sur le ministère de l'écologie et de la transition écologique. Il est même en augmentation la plus importante depuis la création sous la présidence de Giscard d'Estaing. Il n'y a pas d'augmentation aussi grande, si on pense que la politique publique se mesure à l'argent qu'on y met, au ministère de l'écologie et au ministère des Transports et des Transitions. Sur le Brisol, on a eu ce débat notamment avec les collègues, me semble-t-il, du groupe communiste. Je crois que ce n'est pas un défaut, me semble-t-il, budgétaire que le Brisol est arrivé ou que d'autres catastrophes de ce type arrivent. On a eu l'occasion de l'évoquer. Je n'y reviendrai pas, mais je laisserai la ministre de l'écologie sans doute répondre sur l'efficacité des politiques publiques. Donc je peux comprendre qu'il est, comme beaucoup de Français, très attaché. Monsieur Bizet me pose une question quasiment philosophique sur l'avenir de l'euro. Je ne suis pas tout à fait certain que ce soit très en lien avec l'application de la loi de règlement, mais je vais essayer d'y répondre quand même. Parce que peut-être n'étiez-vous pas là, mais vous l'avez évoqué, monsieur le sénateur, puisque vous étiez à l'audition de monsieur l'ambassadeur, c'est l'euro quand même, et je pense qu'il faudrait le répéter, qui nous a protégés d'être attaqués sur les marchés financiers pendant cette crise. On ne va pas refaire comme le fait de maréchal de Bonaparte de Jean du Tour, imaginer si Napoléon était né sous les auspices, est-ce qu'il aurait été encore des Français ou pas. Si on n'avait pas eu l'euro, ce serait quand même intéressant d'écrire l'histoire. Je pense que nous aurions été attaqués, peut-être qu'on aurait été obligé de d'évaluer. Voilà, on aurait eu un problème sans doute très important et on n'aurait pas pu soutenir notre économie jusqu'à présent. Donc d'abord, l'euro, en toute chose, a été positif. Positif cette monnaie face
aux difficultés. C'est bien notre convergence avec l'Allemagne qui le permet. Est-ce que les différences de fiscalité, qui ne sont pas nouvelles, et c'est pour ça qu'on veut baisser l'impôt sur les sociétés pour essayer de trouver un impôt européen qui ne soit pas concurrentiel les uns avec les autres. Est-ce que les différences de politique de relance, est-ce que les différences de politique sociale vont faire qu'au bout d'un moment, l'euro n'existera plus ou va éclater parce que nos divergences de politique publique sont trop importantes, c'est un risque. Et à la fois la réponse européenne qui est en train d'être mise en place, d'abord la BCE, qui a fait un travail formidable sous la pression des États, il faut bien avouer, et la France a pris sa part. Et demain, dans le plan de relance, M. Thierry Breton aura l'occasion, dans quelques heures ou dans quelques jours, d'annoncer que la Commission européenne fait un grand plan d'aide au tourisme. C'est une très bonne chose pour l'ensemble de l'Europe et singulièrement pour la France. À d'une part, la réponse de l'éclatement ou pas de la zone euro, qui sera un danger absolu, et d'autre part, il appartient de continuer à discuter bien évidemment avec nos amis allemands pour comprendre que nous devons avoir une politique budgétaire, fiscale, à peu près similaire, en tout cas avec des différences qui ne soient pas flagrantes, pour éviter ce décalage. Je crois que le ministre de l'économie et des finances a eu l'occasion devant votre commission, me semble-t-il, au sein de l'Assemblée, de dire qu'effectivement, lorsque l'Italie met 2% de son PIB dans la relance et que l'Allemagne met 4% de son PIB dans le soutien de son économie, alors que ça devrait être l'inverse sous les difficultés économiques des pays, des questions se posent. Et je crois que le devoir des Européens, c'est de tout faire pour que cette grande monnaie, cette grande construction qui nous a apporté tant de protection n'explose pas. Elle se posera sans doute avec la question de la dette, perpétuelle ou pas perpétuelle, on aura l'occasion d'en reparler, évidemment. Et terminé par M. Gabouty, sur les taxes affectées, alors je ne sais pas s'il a entendu mon introduction, je regrette effectivement moi aussi, et comme la Cour des comptes, comme le président de la Commission des finances qui m'a posé la première question, la multiplication des taxes affectées, et il a bien raison, la taxe affectée, c'est une fausse bonne idée dans la plupart des cas, sans doute parce que, encore une fois, les Français sont très rétifs à l'impôt et ne comprennent plus très bien où ça va, d'où sans doute la volonté de rentrer dans quelque chose de plus pédagogique, le sport qui paye le sport, la route qui paye la route, mais on voit bien que ça a ses limites et ses grosses limites. Nous sommes favorables, de manière générale, à la simplification. En tout cas, le ministre des Comptes publics, et je crois que c'était quand même mes prédécesseurs et ce sera quand même mes successeurs seront favorables à ça. Alors, on a essayé de le faire, parfois on l'a fait, parfois avec votre soutien, parfois avec votre résistance. C'est le cas de la suppression des petites taxes. C'est une forme de simplification, de supprimer une quinzaine de petites taxes chaque année. On met moins de taxes affectées et plus de budgétisation. Faut-il faire quelque chose de plus large? Le rapporteur général de l'Assemblée nationale a déposé une proposition de loi organique visant à changer le fonctionnement du budget d'État et de revoir la LOLF. Finalement, je sais que le monsieur le président de la Commission des finances et le monsieur le rapporteur général travaillent par ailleurs à l'amélioration des débats parlementaires et à la simplification ou à l'amélioration de la LOLF. Peut-être d'ailleurs qu'il est temps de réfléchir à améliorer la LOLF, qui nous a rendu des grands services, mais qui mérite, comme toute chose, d'être revue. Nous serons favorables, en tout cas le ministère des Comptes publics sera favorable à toute simplification proposée par le Parlement. Et il peut même avoir des idées lui-même pour simplifier au maximum, peut-être pas toutes, mais au maximum les comptes spéciaux, les taxes affectées et les fonds, puisque nous l'avons déjà évoqué tout à l'heure, et que sur ce point, la Cour des comptes, évidemment, a raison de nous demander plus de simplification.